Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Ça y est, saison terminée, nous sommes prêts pour l'Euro, mais il nous reste deux tâches à accomplir, la 400e la semaine prochaine et l'habituel bilan de la saison aujourd'hui en compagnie d'Aristipe, Nico et notre nouvelle recrue Rango. Salut à vous. Ciao. Salut. Alors Aristipe endosse aujourd'hui le costume de Roland et nous conte les aventures mouvementées du Milan 2020-2021. Quelles aventures, quelles belles aventures, j'ai envie de dire. Ça y est, on a enfin rempli notre objectif de qualification en Ligue des Champions. Après 7-8 ans d'échecs, où à chaque fois on empilait les contre-performances, les 5e, les 6e, les 7e et 8e places et qualification en Europa League, on a enfin réussi à accomplir cet objectif de Champions League en terminant deuxième du championnat. On a souffert jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute et ce penalty de Kessié à la 92e minute. La saison a été faite de grands hauts, mais aussi de petits bas, voire de bas même. Je pense notamment avec une saison, disons, séparée en un grand temps fort, les premiers mois de août à janvier, je dirais, où Milan est dans la continuité de l'année 2020 et de la fin d'année 2020 avec un football plutôt alléchant. Parfois séduisant, parfois aussi on gagnait un peu ric-rac, mais on continue à gagner. On est quand même premier du championnat avec pas mal de points d'avance sur l'Inter jusqu'à début janvier. Donc voilà, de août à janvier, grande surprise, le Milan réussit à accumuler et à concrétiser ses bonnes performances de la fin de l'année dernière, à gagner. On a quelques records intéressants, notamment ces fameux 17 matchs d'affilée avec plus de 2 buts marqués, rappelez-vous. Une invincibilité de mai 2020 à janvier 2021 et cette série d'invincibilité perdue à San Siro contre la Juve 3-1, je crois. Et voilà, à partir de janvier jusqu'à mai, on bascule dans la seconde partie de saison, la plus compliquée, où le jeu de Milan disons, se rouille un peu, où on commence à avoir quelques défaites, notamment cinglantes. Je pense à celle contre la Lazio 3-0 et la Spezia 2-0. On commence à se faire peur avec une avance qui diminue au fur et à mesure des journées et des matchs, des blessés, une ribambelle de blessés incroyable. Donc voilà, on s'amuse un peu à se faire peur. Ce Milan se fait peur, alors qu'il avait jusqu'à une 14 ou 15 points d'avance sur le cinquième quand même. Et on termine du coup, j'ai envie de dire, en apothéose avec ce match face à l'Atalanta qui nous libère, malgré la piètre prestation du match, mais qui nous libère, nous, Rossoneri. Et on termine, voilà, ce bilan de saison, c'est 24 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 79 points marqués contre 66 points la saison précédente. Donc quand même 13 points de plus, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà, donc 74 buts marqués pour 41 encaissés, donc une différence de plus 33, ce qui est vraiment pas mal enfin tout à fait correct pour un deuxième du championnat. Donc l'objectif est atteint. Les recrues de l'année dernière, j'ai envie de dire, ont majoritairement confirmé cette année. Maldini a aussi confirmé que c'était quand même l'homme fort de ce Milan. On a enfin une saison où on peut se projeter sur la prochaine, puisque enfin Milan, j'ai envie de dire, est gage de stabilité, puisqu'on conservera Pioli et Maldini, sauf retournement de situation incroyable l'année prochaine. Et ça fait des années que ça nous était pas arrivé de repartir, j'ai envie de dire, de pas repartir de zéro. Donc non, tous les voyants sont au vert, ou presque, j'ai envie de dire, mais majoritairement au vert, et ça fait du bien. Nico, c'est vrai que la saison actuelle, finalement, la saison écoulée, est la symétrie parfaite de la saison précédente. La saison précédente, on avait très mal démarré, on a très bien fini, et puis cette année, c'est le contraire. Oui, après, on a quand même eu plus de consistance sur cette année que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'est vraiment après l'arrêt de 2 mois lié au Covid qu'on avait trouvé une équipe. Cette année, dès le début de saison, l'équipe est partie très fort. On n'a pas beaucoup tremblé en Ligue Europa pour se qualifier, en tout cas pendant les phases de poule, hein. Et on a tenu un rythme incroyable jusqu'à janvier. Qu'on a même moi rêvé secrètement peut-être du titre en se disant qu'année exceptionnelle, peut-être équipe exceptionnelle, équipe surprise en tout cas pour le titre. Bon, au final, on est rentré un petit peu dans le rang, mais on a eu pour une fois, on a enfin réalisé les objectifs qui étaient fixés par le club en début d'année. Ça veut dire se qualifier pour la Champions League. On est sorti avec les honneurs en Europa League. Et on est sorti dans un gros match aussi en Coupe d'Italie lors du derby. Donc, et surtout, on a battu des gros calibres dans notre championnat, ce qui est très rare sur ces dernières années. Donc, pour moi, c'est une saison, en tout cas, amplement réussie.
Rango, c'est vrai que Aristide nous rappelait les records du Milan cette année, enfin les bonnes séries on va dire, hein, les séries cette année, l'année dernière confondues d'invincibilité. Comment as-tu vécu toi finalement qui débarque dans Casa Milan pour la première année où on se qualifie pour quelque chose? Donc comment as-tu vécu cette saison? Alors, je l'ai vécu de deux manières, donc très bien au départ, et puis avec beaucoup plus de pression et d'incertitude sur la fin. Je pense que le Milan nous a sorti une saison haute en couleurs et que les supporters sont passés un peu par toutes les émotions. Heureusement pour nous, l'ascenseur émotionnel s'est finalement arrêté à la deuxième place de Serie A, donc c'est un résultat très bon d'un point de vue sportif et qui nous permet d'affronter l'avenir avec un peu plus de sérénité. Mais bon, il ne faut pas considérer ce retour en Ligue des Champions comme un aboutissement pour autant. Ça doit être qu'une étape sur notre chemin pour redémarrer un nouveau cycle. Et donc voilà, la saison, d'un point de vue sportif, en tout cas, est une réussite, même si la lutte fut acharnée et qu'il a fallu attendre la dernière journée pour connaître le dénouement de la saison, avec 3 équipes qui pouvaient encore se qualifier pour 2 places possibles. Les projecteurs étaient d'ailleurs focalisés sur la Juve et sur nous, mais finalement, c'est le Napoli qui a craqué, à surprise générale. Donc voilà, bon résultat, mais qui ne doit pas faire oublier pour autant les problèmes que l'équipe a connus. Le manque de profondeur de banc, le manque de qualité à certains postes, les cascades de blessures aussi, les lacunes tactiques de Pioli dont on pourra peut-être parler par la suite, les tristes records des matchs à domicile et les problèmes extrasportifs liés à certains joueurs. Mais contrairement aux saisons précédentes, il y a eu aussi beaucoup de positifs et de raisons d'être satisfait de la saison du Milan, avec en point d'orgue le retour en Ligue des Champions évidemment, mais aussi la confirmation de certains joueurs, comme l'a évoqué Aristide, la continuité dans les résultats, la cohésion de groupe et l'état d'esprit qui manquait beaucoup et cruellement au Milan ces dernières saisons, qui finit 3e meilleure défense du championnat avec 41 buts encaissés, à égalité avec Naples et derrière la Juve et l'Inter. Donc voilà, une saison un peu à l'allure d'une sinusoïdale, mais qui finit bien pour nous. C'est vrai Aristide qu'on pourrait parler des lacunes techniques de Pioli, je pense qu'il va falloir en dire quelque chose. Pioli qui était soutenu par les joueurs la saison dernière au moment où on nous annonçait Rangnick d'ailleurs. Moi j'avais trouvé assez logique finalement que Pioli fût conservé. Mais j'ai envie quand même de te poser la question. L'année prochaine on va en Ligue des Champions. Mais pour faire quoi? Parce que si on se renforce pas, on le disait un peu dans la dernière émission contre l'Atalanta, la fameuse victoire qui nous a permis de nous qualifier in extremis. Il va falloir sacrément renforcer cette équipe pour pouvoir faire bonne figure face à des adversaires d'un autre calibre que ceux qu'on rencontre en Serie A. Parce que je rappelle quand même que les équipes qui sont devant nous en Serie A se sont vautrées. T'es bien placé pour le savoir. Toi qui nous faisais sans arrêt les bilans là chaque semaine dans tes mots de la fin des performances des équipes italiennes en Coupe d'Europe, t'es bien placé pour savoir que ça marche pas spécialement pour les clubs italiens ces derniers temps. C'est vrai. Nico disait en effet lors de Atalanta Milan qu'il était aussi pessimiste pour, disons, le jeu du Milan et ce qu'on allait faire en Champions League, compte tenu de la piètre prestation des Milanais contre l'Atalanta, du moins la piètre prestation au niveau du jeu. Moi, je serais un peu moins, disons, absolu que cela, que toi ou que Nico, dans le sens où il ne faut pas oublier ce qu'on a fait contre Manchester United cette année. On a parfois produit peu de jeux, c'est vrai, contre certaines grosses équipes, mais ce qu'on a fait contre Manchester, que ce soit au match aller ou au retour, il y a eu du jeu. On a mis cette équipe de Manchester, j'ai envie de dire, en difficulté. On n'a pas eu de réussite, notamment sur l'arbitrage avec Kessié, mais on va pas refaire le match, hein, je suis pas là pour ça. Mais je veux juste te dire que, en plus, on avait pas mal de blessés. Théo Hernandez n'était pas dispo au match retour, comme d'autres joueurs, sûrement Ibra et d'ailleurs Benasser. Mais on a fait quand même du jeu contre des bonnes équipes et des grosses équipes. Alors évidemment, on n'est pas là pour faire du tourisme. J'ai envie de dire, si on sort des phases de poule, on va pas se mentir, c'est du bonus. On est déjà content d'être là, on va pas crier au scandale si on ne sort pas des phases de poule après 7 ou 8 ans de non-participation en Champions League. On a beau dire la Champions League est l'ADN du Milan. Quel ADN? Il n'y a aucun joueur qui a joué à la Champions League excepté Ibrahimovic. Il n'y a aucun joueur, sauf si je me trompe, qui a joué à la Ligue des Champions dans l'effectif du Milan AC. Donc l'ADN, il est un peu loin, je pense, concernant le Milan. Donc non, ce sera du bonus si on sort des phases de poule. On a peut-être des chances d'en sortir, ça dépend si on échappe au 3, 4, et tout se fera dans quelques semaines en fonction des qualifications, etc. des autres équipes. Mais voilà, non, ce sera que du bonus, faut pas non plus viser la lune, et je pense qu'on peut faire de meilleures prestations que contre l'Atalanta. On l'a prouvé cette année face à Manchester United avec une équipe diminuée, donc j'ai envie de dire, on a réussi notre objectif de se qualifier en Ligue des Champions, le reste, pour l'instant, c'est du bonus. Tâchons de nous concentrer sur notre jeu et ce sera déjà pas mal. Avec effectivement quelques renforts, attaquant de pointe, ailier droit, MO, tout ce qu'on sait. Gardien, c'est fait. Mais voilà, je pense que non, on peut voir ça positivement.
Et tu sais que moi, le jeu, je m'en fous. Je veux dire, je fais partie des gens, c'est plutôt Nico qui attachait beaucoup d'importance à ça, parce qu'il voyait un Milan en plus avec panache, hein, il nous le disait dans la dernière émission. Mais d'ailleurs, Nico, ta réaction a été très commentée, j'ai vu ça, enfin on m'en a fait part. Il y a des gens vraiment qui ont fustigé hein, tes prises de position, puis il y en a d'autres au contraire qui disaient qu'ils partageaient ton point de vue, parce que c'est vrai que c'était pas encourageant pour la suite. C'est-à-dire que les gens pointaient comme toi un petit peu les limites de ce Milan, qui va de toute façon devoir monter d'un cran s'il veut faire plus que bonus, parce que Aristide, moi je comprends que tu veuilles d'abord les sous, un peu comme moi, et puis le prestige de la qualification en Ligue des Champions, mais enfin, une fois qu'on y C'est est, ça. on n'a pas envie de se prendre 4-0 tous les week-ends, enfin tous les mercredis non plus, Nico. En plus, par rapport à la dernière émission, et surtout ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'étais content pour le Milan d'aller en Champions League. Je disais juste qu'en termes de prestations, je trouvais que c'était tellement peu qu'en fait, on s'est surtout reposé en fait sur pour moi aussi sur un jour sans de l'Atalanta. Bon, on va pas refaire l'émission, mais comme a très bien dit Aristide, contre Manchester avec des blessés, on a montré quelque chose. On a joué au football, on a essayé de le gagner. Bon, on a perdu, on est sorti sur les deux confrontations, on s'est fait dégager. Mais c'est juste ça que je voulais montrer, c'est que contre la Juve, quand on a battu 3-0 au match retour, contre l'Inter au match aller, quand on les a battus, Milan a produit du jeu. Comme contre le Napoli, quand il s'est déplacé sur la pelouse du Napoli, ils ont gagné et ils ont produit du jeu. J'ai trouvé juste que ce jour-là, enfin pour ce match-là, moi je m'étais mis dans la tête, parce que je n'y croyais pas du tout avant le match qu'on pouvait battre l'Atalanta, je m'étais dit que si ça passait, c'était obligé que ça allait passer par un gros match. Alors oui, il est passé par un gros match défensif, mais en termes de jeu, je me suis dit, mais si. Parce que tout le monde a dit oui, mais il faut comprendre, c'est l'Atalanta, faut pas sortir, faut rester dans notre camp, parce que c'est l'Atalanta. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, mais en Ligue des Champions, on va affronter des équipes d'un calibre au-dessus de l'Atalanta et il faudra jouer. C'est juste ça que je veux dire. Et contre Manchester, alors, certains diront peut-être que l'Atalanta, je pense que ça joue mieux que Manchester, mais Manchester a de meilleures individualités que l'Atalanta et on a produit du football. En tout cas, c'était ça que j'attendais dimanche dernier. C'est tout. Oui, puis c'est Après, pas parce qu'on non, n'a c'est pas sûr joué la Ligue des Champions depuis 7 ou 8 ans qu'on va y aller en victime expiatoire quand même. On a envie de faire un peu quelque chose. Je dis pas évidemment d'aller après, en quart de finale ou de finale, mais enfin, on va pas y aller, je le répète, pour prendre des raclées chaque semaine. bien sûr, après, MJ, bon, si on peut être dans le groupe des pessimistes de Roland, il y a un premier, on va dire, il y a un premier tirage, on va dire, cauchemar qui peut se dessiner parce que Milan sera chapeau 4. On peut se prendre un tirage Manchester City, PSG, et le troisième, c'était Ajax Amsterdam. Bon, tu te prends ça en Ligue des Champions, vu ce que montrent ces équipes en termes de Ouais. jeu, va falloir un gros recrutement si tu n'as pas envie de passer pour une victime dans ce genre de poule. Après, on peut aussi se prendre une poule avec Lille, le Sporting, je sais pas, enfin, il y a des possibilités d'avoir des poules un peu plus tranquilles, mais il y aura quand même de grosses possibilités en étant chapeau 4 de se prendre quand même une sacrée grosse poule quand même. Ah, c'est vrai que le côté gattonero de Roland, pardon, pourrait ressortir effectivement à juste titre si on tombait dans la première configuration que tu nous as énoncée. Rango, petite réaction par rapport à ça, et puis peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de ces fameuses lacunes que tu avançais tout à l'heure. Alors oui, je pense que pour notre tour en Champions League, il faut pas être trop ambitieux. Bien sûr, nous en tant que supporters, ça fait maintenant plusieurs années, ça fait 7 ou 8 ans qu'on attend ce retour, donc on a envie de revenir avec le bon état d'esprit et pour ne pas y faire que de la figuration. J'ai pas non plus envie que le Milan soit le punching ball du groupe, mais je pense qu'il faut rester lucide et ne pas se voir trop beau. Ce sera très bien si on arrive à passer les poules, voir si on finit troisième et qu'on arrive à être versé en Europa League. Je pense que le principal pour le club et pour l'équipe, c'est de parvenir l'année prochaine à se requalifier en Champions League, donc à se stabiliser dans le top 4 pour relancer un nouveau cycle et ensuite les résultats arriveront avec les rentrées économiques et l'achat de nouveaux joueurs. Concernant les lacunes tactiques, je trouve que la saison du Milan est assez frustrante puisqu'ils ont réussi à nous surprendre souvent, parfois de manière très positive et parfois de manière très négative. Je pense notamment au match contre la Spezia où on perd 0-2 de manière totalement méritée, mais où l'équipe est complètement passée au travers. Et c'est typiquement ce genre de match où l'équipe doit fournir plus. Alors, c'est à différents niveaux, c'est tactique, c'est technique, c'est au niveau de la mentalité également. Après, effectivement, ce serait réducteur de réduire la saison de l'équipe à ce match-là, puisqu'il y a d'autres matchs où l'équipe a très bien évolué, notamment le match contre la Juventus au match retour. Donc voilà, c'est un Milan un peu schizophrénique. Au final,
j'ai du mal à situer le réel niveau de cette équipe, de savoir ce qu'ils sont réellement capables de faire, le moment où ils sont sur régime et le moment où ils sont au contraire en trop bas régime. Mais Pioli sera attendu au tournant l'année prochaine avec des rencontres décisives, notamment sur la scène européenne. Aristide, heureux de la tactique de Pioli? Es-tu confiant? Penses-tu que ses choix tactiques sont les bons? Penses-tu qu'il y a un souci mental dans cette équipe? On a souvent dit qu'il y avait une Zlatan dépendance, hein, et que peut-être l'année prochaine avec un Zlatan avec un an de plus, et puis peut-être pas les jambes de 20 ans précisément, eh bien ce sera un peu plus compliqué. Je pense pas que ce soit une Zlatan dépendance sur le terrain. Je pense que c'est plutôt une dépendance à un profil similaire à celui de Zlatan. Je pense pas que Je pense que psychologiquement il a un impact considérable sur ses troupes quand il est sur la pelouse. écoute, je trouve enfin moins que ce que je pensais l'année dernière, tu vois, parce que je trouve qu'on a fait, finalement, Zlatan a fait, Nico l'avait rappelé à l'émission d'avant, a fait la moitié des matchs ou moins de la moitié des matchs de Serie A cette année, et j'ai trouvé que son absence à partir, je crois qu'il s'est blessé contre Naples peut-être ou juste après, en octobre, finalement d'octobre à janvier, on a été super bon, il y avait du jeu, enfin super bon, c'est peut-être un peu trop gros, mais on a été très bon, on gagnait encore, il y avait du jeu. Je pense que c'est plus, tu vois, un profil à la Zlatan comme peut l'être, je sais pas, Belotti, Giroud, un vrai neuf qui joue en pivot, en remise une touche, qui pèse un peu sur les défenses, qu'il nous manque et qu'il manque à la tactique de Pioli, que Zlatan en soi. Alors Zlatan est très important, hein, mais effectivement, quand t'as pas d'autres attaquants de pointe et que tu joues en 4-2-3, que veux-tu faire? Enfin, c'est pas Rebic qui va peser sur les défenses, c'est pas Léao, on l'a vu cette année. Donc après, voilà, le défaut, j'ai envie de dire, de Pioli de cette tactique, c'est que bon, hein, comme je l'ai dit, il faut vraiment un remplaçant ou quelqu'un plus fiable et moins blessé que Zlatan parce qu'il est le seul dans son registre, ça pas de souci, on l'aura. Et il faut peut-être aussi adapter notre tactique en fonction de l'adversaire. Quand on joue, effectivement, on a vu que face à des équipes qui sont très regroupées, comme Cagliari, l'avant-dernière journée, on n'arrivait à faire aucun jeu. Pourquoi? Parce que notre tactique devient de plus en plus lisible et les adversaires s'adaptent de plus en plus à notre tactique. Et je pense que Pioli peut aussi se réinventer, se réadapter en fonction de l'adversaire. Et je pense que ça pourra être bénéfique l'année prochaine s'il y parvient. Peut-être Nico qu'en changeant notre numéro 10 meilleur tireur de coup franc du monde, ça irait déjà mieux, non? Tu vas être content, mais apparemment, ça sent bon pour un départ. Hein. Apparemment, il n'y aurait qu'un seul club qui aurait proposé une offre à Çalhanoğlu, une vraie offre, hein, pas un semblant d'offre. C'est un club du Qatar, je crois, qui proposerait le double de salaire de ce que propose le Milan. Et apparemment, le joueur réfléchirait énormément et Milan aurait décidé, comme pour notre ancien gardien de but, de ne pas augmenter d'1 euro l'offre. Donc, l'offre est très loin de ses attentes. Mais c'est vrai qu'il va falloir recruter. On parle de DePaul en numéro 10 pour remplacer Çalhanoğlu, un Argentin, un MJ. On parle de Giroud pour remplacer, pour avoir un vice Zlatan. Enfin bon, on verra ce qui. Mais ça va parler français sur le terrain, non? Ça parle déjà français, ouais. Kaloulou, Théo Hernandez, Benasser. Benasser, ouais, il a la double nationalité. Salemakers. Il y a Meïté qui est français aussi, mais il reste. Meïté, ouais, il parle bien français. Mais le vieux stade de Nice n'est pas encore actif parce que le stade du Rail, ça existe encore, Nico? Parce que c'est du rouge et noir, finalement, on pourrait peut-être délocaliser là-bas, non? Ce serait plus logique, non? Il a été abattu. Si tu as envie, tu peux aller faire tes courses au Carrefour maintenant à la place. Ah merde, je savais pas, d'accord. C'est bien d'avoir des news de première main. et tout. Non, mais il va falloir faire, quoi qu'il arrive, recruter si on a envie. Quoi qu'il arrive, pour que l'équipe évolue, déjà pour commencer, pour continuer notre rythme, notre évolution. Je reste à dire que Zlatan, pour moi, dans cette équipe, c'est un coach mental, c'est un coach de vie. Je pense qu'il a permis à énormément de joueurs, dont Kessié, même l'apport de Kier, hein, sur ça, a permis à certains joueurs de devenir des leaders sur le terrain. Et c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être moins remarqué à certains moments le manque de Zlatan. Mais quand même, Zlatan, c'est quand même le mec qui prend quand même la parole dans le bus dans le match contre l'Atalanta, avant que les joueurs sortent, pour leur dire, ceux qui ont peur, il ne faut pas qu'ils sortent du bus quand on est le Milan. Ce gars-là, de toute façon, a fait un bien fou au PSG quand il est arrivé. Il a fait partie au PSG de pouvoir lancer un peu cette équipe assez jeunes comme Marco Verratti qui est arrivé, de pouvoir exprimer leur potentiel, ne pas avoir peur. Et ce gars-là, de toute façon, c'est pas pour rien que c'est la dernière fois qu'on a gagné un championnat qu'il était là. Alors c'est sûr, il y avait encore des Seedorf, il y avait Pirlo aussi, mais c'est un très très grand quand certains le critiquent en disant qu'il a jamais gagné avec des champions. Donc
c'est un pauvre joueur parce qu'il n'a jamais passé les quarts ou les demi-finales de la Champions League. Mais ce qu'il a fait dans chacun des championnats où il est passé, à chaque fois, ça a été un joueur impressionnant. Et moi, je reste à dire qu'il a apporté, en tout cas, à tous ces jeunes joueurs qu'il y a dans notre équipe, il a pris la pression, il leur a enlevé cette pression. Alors, c'est vrai qu'avec les gens, il n'y avait pas les supporters au stade, donc peut-être que ça a aidé aussi, hein, mais il leur a enlevé la pression. Et il l'a pris lui, et en plus, il a répondu présent, lui, sur le terrain. Le nombre de buts qu'il a mis en 19 matchs, je crois qu'il en a mis 16. C'est énorme en championnat, hein. Je veux dire, Il était Ronaldo, leader du classement des buteurs pendant très longtemps quand même. Il avait le meilleur ratio d'Italie sur les 2-3 premiers mois de championnat. il a perdu la tête du classement des buteurs quand il s'est blessé contre Naples et qu'on l'a pas vu pendant 3 mois. Après, quand il est revenu, il s'est blessé encore un mois. Puis après, il a eu un carton rouge. Bon, c'est du Zlatan. Mais ce qu'il a fait à 39 ans, faut, faut pas. C'est vrai qu'on peut se dire oui, les résultats ont été là aussi, même quand il n'était pas là. Enfin, moi, j'ai quand même remarqué que quand la machine s'est arrêtée en janvier, au moment du derby contre l'Inter, et qu'il s'est blessé, il était revenu à ce moment-là, il venait juste de revenir, et qu'après il s'est reblessé, c'est là où la machine, elle a quand même eu du mal. C'est que quand elle s'est coupée et qu'il n'y avait pas Zlatan, ça a eu du mal à repartir. Alors que Zlatan, dans ces petits matchs, peut-être qu'il nous a manqué contre Cagliari, contre la Spezia, je ne sais pas s'il était sur le terrain, mais ce genre de petits matchs, il peut faire la diff en te faisant gagner ces matchs-là. C'est là où il est aussi très fort quand tu galères, comme contre Udine en début de saison, c'est lui qui marque. Ouais, non retourné. C'est ça, donc c'est très pour moi, mine de rien, je pense que c'est très important que Zlatan continue, et surtout, ça va être très important de prendre c'est là où le neuf comme Giroud, oui, c'est le même profil que Zlatan, c'est ce que cherche la Milan, c'est très bien, mais ce serait bien quand même quelqu'un de plus jeune, parce que Zlatan, on vient de le redire, il a raté la moitié de la saison, hein. Même si c'est un super professionnel, il a quand même 40 ans, hein. On peut pas non plus venir avec le joueur star de l'équipe, ça fait quand même Zlatan à 40 ans quand même au Milan AC en Champions League, hein. Nous passons au top de Rango. Donc au niveau des tops, j'en ai sélectionné 3, pardon. Je vais commencer, avant de citer mon trio, par une petite mention, comme Aristide aime bien le faire. J'ai envie de saluer la saison de Calabria, qui sort d'une saison pleine et qui m'a agréablement surpris au niveau de ses performances. Je ne l'attendais pas à ce niveau et ça me fait extrêmement plaisir. Le dernier des Mohicans, hein, parce que la saison prochaine, ce sera le seul Italien titulaire. Notez bien ça, mes prédictions sont justes. Ouais. Ouais, voilà, j'espère qu'il arrivera à confirmer pour la saison prochaine, parce que c'est le plus compliqué d'enchaîner les bonnes saisons. Mais voilà, ici j'ai vu qu'il venait de se faire opérer, donc j'espère que c'est pas trop grave. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas été sélectionné par Mancini, mais bon, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans pas trop longtemps, et je pense qu'il aura sa carte à jouer. Alors pour le top, pour ma troisième position, je vais commencer justement par Ibrahimovic, dont on vient de parler, parce que comme l'a dit Nico, il a ramené le Milan là où il l'avait laissé lors de son départ. Alors le trait est grossi de manière exprès, c'est pas uniquement grâce à Zlatan qu'on est revenu, mais je suis convaincu comme beaucoup que son impact a été déterminant sur le groupe et pour le retour de cette équipe au premier plan en Serie A. Donc voilà, meilleur buteur de l'effectif malgré son âge. C'est 19 matchs en Serie A, donc 18 titularisations pour 15 buts. Un leader sûr et en dehors du terrain. Le seul point négatif, c'est ses blessures récurrentes, puisqu'il a manqué la moitié des matchs, comme l'a dit Aristide. Et ses absences se sont fait ressentir, parce qu'il a parfois été critiqué lorsqu'il était sur le terrain, mais c'est surtout lorsqu'il n'était pas là qu'on l'a ressenti. Alors que l'on aime ou pas le personnage, il faut rendre à César ce qui lui appartient et il faut profiter tant qu'il est en forme. Et j'espère que l'année prochaine, il sera plus épargné par les blessures. En deuxième place, je vais mettre Kjær, qui était revenu à ses premiers amours en retrouvant la Serie A qu'il avait déjà connue avec Palerme, qui avait été prêté à Atalanta par Séville en septembre 2020, mais qui n'avait jamais convaincu Gasperini, et donc qui avait débarqué après une poignée de minutes au Milan. Donc moi, pour être honnête, c'est un joueur dont j'attendais pas grand-chose lors de son arrivée, et pourtant c'était une agréable surprise, puisque après quelques matchs plutôt moyens au départ, il est parvenu à vite s'imposer et à stabiliser la défense du Milan. Il a parfaitement pris le relais de Romagnoli qui commençait déjà à s'essouffler et qui amorçait sa baisse de régime. Il est devenu un élément indispensable du 11, donc déjà en fin de saison dernière, et il a confirmé cette saison. Et son association a fonctionné avec n'importe quel autre central, que ce soit Romagnoli, Gabbia, Kalulu, ou même avec Tomori, qui pour moi reste la paire la plus complémentaire à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un joueur que j'apprécie, c'est un joueur qui dégage beaucoup de classe, de charisme, de leadership aussi, et de la rigueur défensive, et c'est assez drôle que ce soit un étranger qui ramène ces valeurs-là au Milan.
Et enfin, en premier, je pense que tout le monde sera d'accord, incontestablement, c'est Kessié, pour moi le meilleur joueur de la saison. Je viens d'ailleurs de commander son maillot. Dieu sait que je l'ai critiqué par le passé, mais aujourd'hui, vu le niveau qu'il affiche, c'est vraiment impressionnant. Et honnêtement, qu'y a-t-il de plus beau pour un joueur que de convaincre ses détracteurs sur le terrain? Donc voilà, moi, mon retour en veste, il est pleinement assumé. Il est toujours au four au moulin. Il est indispensable pour le maintien de l'équilibre de l'équipe. Et Pioli a su parfaitement exploiter ses qualités, contrairement à ses prédécesseurs. Donc voilà, il a 37 matchs joués sur 38 en Serie A cette saison. Il a raté une seule rencontre et de mémoire, c'était pour suspension. Beaucoup d'apports dans le jeu et aussi un vrai gain en leadership sur le terrain. 13 buts, 4 passes décisives. C'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe derrière Ibrahimovic. Alors oui, c'est vrai, ses stats sont gonflés par plusieurs pénaltys, mais encore faut-il les mettre. Et Ibrahimovic nous a montré que c'était pas forcément une formalité. Oui, il en a raté un paquet cette année, dis donc. Ouais, il en a raté un paquet. Je pense qu'il en a raté 1 sur 2 environ. Donc voilà pour mon top. Sans même le faire exprès, j'ai sélectionné un joueur par ligne. Je pense que c'est révélateur de la force du Milan de cette saison, c'est d'avoir des leaders aux différentes lignes. Et c'est notamment, je pense, pour ça que le Milan a aussi fortement ressenti l'absence de Zlatan Ibrahimovic, parce que lorsqu'il n'était pas là, il n'y avait personne pour reprendre ce leadership en attaque. Aristide. Déjà, je salue Rango pour 2 choses, les mentions honorables, j'adore, et le maillot de Kessié, chapeau, comme il a dit, franchement, quand tu es détracteur et que tu commandes finalement un maillot de Franck Kessié, ça veut tout dire. Du coup, je vais T'as acheté repenser celui de Çalhanoğlu par hasard, non? Ah non, j'en suis pas encore à ce point. Je laisse Bakayoko, ce sera le dernier maillot, ce Ah oui, sera c'est vrai, Bakayoko. c'est vrai. Ah, Sans bah, Bakayoko, quand même, j'avais et oublié, avec le nain de jardin. Donc non, moi j'ai sélectionné plutôt des défenseurs. J'ai mis en mention honorable Théo Hernandez. Alors certains diront pourquoi en mention honorable, certains diront seulement en mention honorable. Alors un peu d'irrégularité pour Théo Hernandez, mais je n'oublie pas son début de partie de saison très très bon. Notamment son match face à la Lazio, voilà, son match là face à la Talenta. Non, il a fait de très bons matchs Théo Hernandez. Alors effectivement, il y a encore des lacunes. Il n'y a pas eu énormément de progrès depuis l'année dernière, mais il est tellement précieux que voilà, on peut dire que c'est enfin un latéral, enfin même un joueur qui confirme d'une année à l'autre, ça fait toujours plaisir. En 3e place, j'ai mis Calabria. Je l'ai mis devant Théo Hernandez. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il a fait preuve de bien plus de régularité cette saison. Alors Calabria, il nous a pas mis une frappe à la 92e minute en angle fermé après avoir dribblé 2 joueurs comme Théo Hernandez peut-être. Mais ma parole, il a été vraiment très très bon défensivement, très sérieux. La seule chose qu'on peut reprocher à la saison de Calabria, c'est d'avoir été un peu trop blessé, notamment avec 1 ou 2 opérations en mars. Mais le reste, il a été vraiment très propre. C'est sa première saison, j'ai envie de dire, de haut niveau et complète au Milan AC. Rappelez-vous, l'année dernière, on demandait tous sa tête et son départ. Et j'ai réécouté du coup l'émission de bilan de saison de l'année dernière. Il avait été dans certains flops. Mais quelle transformation Calabria. Et comme Kessié, non ? Oui, Kessié aussi, tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais Calabria, vraiment, ouais, belle transformation, et je pense qu'on peut la mettre au crédit de Zlatan, mais aussi de Pioli. Parce que franchement, ce qu'il a fait cette saison, défensivement, c'est très propre, offensivement aussi. C'est dommage qu'il ne soit pas appelé par Mancini pour l'Euro. Seconde place, Gjaer, je pense que Rango a bien résumé. Encore une saison, quelqu'un qui confirme. Voilà, Jair, c'est vraiment le rock, très fiable. On coche son nom dès le début de la feuille de match. Très rassurant, toujours là pour aider n'importe quel défenseur qui est aligné avec lui, s'il est en difficulté ou non. Non, franchement, super saison du Danois. Et enfin, Rango a tout dit sur le premier. Hein. Qui d'autre que Franck Kessié? Franchement, je pense que même ses plus grands détracteurs ne peuvent pas mettre Franck Kessié en 2e ou 3e position. Je vois pas quel autre joueur déjà a été autant aligné depuis le début de la saison que Franck Kessié. Je ne vois pas quel autre joueur a fait une saison aussi complète et aussi régulière que Franck Kessié, parce que même Gjaer a été blessé, rappelez-vous, en début de saison pas mal de fois. On a dû alterner d'ailleurs avec Gabia et Kaloulou de mémoire. Donc voilà, Kessié a fait quasiment tous les matchs. Il a dû rater peut-être 1 ou 2 matchs. Et la force de Kessié cette année, c'est que
c'est que même quand quand l'équipe était mauvaise, contre la Spezia par exemple, ou le 3-0 contre la Lazio qu'on a pris il y a encore un mois et demi, eh ben c'était quand même l'un des moins mauvais de tous. Donc non, franchement, Kessié, quelle transformation. J'ai encore du mal à me l'expliquer. J'arrive toujours pas à me dire. Je me dis, ça peut pas être Pioli. Je vois pas pourquoi Pioli aurait eu un rôle à 100% pour transformer Kessié. Enfin, je vois pas comment tu peux transformer un joueur qui arrivait pas à faire une passe en avant ou en arrière à 3 mètres à un joueur comme cela. J'arrive pas non plus à expliquer comme seule raison le repositionnement tactique de Kessié, parce que toujours pour le même argument, quand tu rates une passe à 2 mètres, c'est pas parce que tu es positionné plus haut ou plus bas que tu vas mieux les faire, tes passes. Donc non, peut-être la maturité. Dans son comportement, ça se voit qu'il est mieux. Et franchement, il mérite amplement ce top cette saison, parce qu'il a été juste excellent. Ça va être dur de faire plus original, Nico, non? Ah bah très dur, hein. Moi en 3 j'ai mis Calabria, pas parce que je pense que c'est peut-être, malgré sa très bonne saison, que ce soit pour moi le 3e meilleur joueur de notre effectif cette année. C'est qu'après le dernier cirque que nous a fait notre gardien de but, que même si je m'y attendais, il a réussi encore à m'énerver encore plus que ce que je pouvais déjà être énervé contre lui. Mais j'avais envie de récompenser en fait un gars qu'on n'a jamais mis au rang de Bandira, que pas mal de supporters, et ça je peux le dire, au stade n'en pouvaient plus aussi de voir à des fois aligné sur le terrain. Un mec bien, juste un mec bien. Mais en fait, un mec qui aime le club. Et vu qu'il a fait une très bonne saison, bah, ça le propulse. Tout de suite, il y a un attachement qui se fait parce qu'il est italien, parce qu'il aime le club, parce qu'il est formé au club, parce que il a serré les dents, comme a dit Rango, là, parce qu'il s'est fait opérer d'une hernie. Il a serré les dents pour finir la saison, pour être là dans les derniers moments. Et c'est pour ça qu'il s'est fait tout de suite opérer après. Donc voilà, je voulais parce que pour moi, Théo mérite plus cette 3e place, ou même Kier, que j'ai pas mis, mérite plus cette 3e place, mais j'avais envie de récompenser ce joueur-là, surtout après le dernier film qu'on a eu avec notre ancien gardien de but. En numéro 2, Ibra. Je vais juste rajouter par rapport à tout ce que j'ai dit, que quand même il aura quand même fait fermer un bon paquet de bouches, dont la mienne, parce que j'aurais jamais quand même pensé qu'il aurait été capable de mettre autant de buts et La mienne d'avoir aussi, encore hein. et d'avoir une et Riolo, il me fait. Et oui, toi qui écoutes l'after-foot. Ah oui, c'est vrai, non mais c'est vrai, t'as raison, il le massacre. Ouais. Mais et surtout comme je disais, l'état d'esprit qu'il a pu avoir sur ce groupe. Donc voilà, en 2 et en 1, c'est vrai que comme Aristipp et Rango, et surtout par rapport à ce qu'a dit Aristipp, Kessié, il y a des moments quand même, je me disais, mais ils l'ont dopé, ils l'ont piqué pour qu'il soit comme ça. Je veux dire, le mec, il a fait, j'en abuse, mais 83 matchs en comptant tous les matchs qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire. Il a même joué les matchs en bois de Ligue Europa qui ne valaient plus rien. Il sortait quasiment jamais. Même en Coupe d'Italie contre le Torino en 8e de finale, il est là, il joue. Je veux dire, et tu avais l'impression qu'il était jamais fatigué. Et je crois que c'est Cassano, même qui dit beaucoup de conneries quand même, mais je crois que c'est lui qui l'a dit il n'y a pas longtemps. Et il a eu une réflexion que, quand j'ai réfléchi aussi à ce qu'il a dit, il a dit que si aujourd'hui serait titulaire dans quasiment toutes les équipes d'Europe. Et vu la saison qu'il a fait, ben, tu sais que quand il affiche ce niveau-là, je me dis, mais même dans des très très grandes équipes, il aurait sa place sans problème. Et Milan parle d'un renouvellement de contrat. Franchement, quand tu vois la saison qu'il a fait, alors je sais souvent on a tendance ici à dire en plus attention à l'enflammade d'une bonne saison. Enfin là, on a une bonne saison et demie, c'est sûr. Mais la saison, elle a tellement été incroyable que je me dis, s'il veut ses 5 millions, quand je vois la saison qu'il a fait, mais c'est tout de suite qu'il faut le faire signer, là, parce qu'un joueur de ce niveau-là, ça vaut une fortune s'il faut en acheter un. Et en plus, il est jamais blessé. Mais même déjà, c'est même quand il était pas bon, il était jamais blessé déjà. Donc, j'aurais jamais pensé mettre un jour Kessié. Quand j'étais déçu l'année dernière, quand il n'avait pas voulu partir en Angleterre à Wolverhampton, et ben, je suis bien content qu'il soit resté, en tout cas. Très bien, nous passons donc au flop de Rango. Alors pour les flops, même principe, j'en avais 4, j'ai pas su me départager, donc je vais directement commencer par une petite mention négative pour Mandzukic. Alors ça peut peut-être surprendre, mais moi j'ai envie de le placer au niveau des flops, parce que même si l'échec de son transfert est un peu passé à la trappe avec la 2e place, je pense qu'il faut quand même souligner son cas. C'est un transfert qui sentait l'échec à plein nez. C'est un grand professionnel, certes, mais qui restait quand même sur 6 mois d'inactivité après une saison aux Émirats Arabes Unis. Bref, pour moi, c'est une erreur de casting. Il a été recruté pour suppléer Ibrahimovic, mais au final, il aura joué que très peu de matchs.
Il totalise environ 200 minutes et au final, aucune statistique, ni but, ni passe décisive et un impact sur le groupe relativement limité. Donc voilà, pour moi, Mandzukic, petit flop, même si ne faisant pas partie de mon trio. En numéro 3, je vais mettre Castillero. Alors, que dire de notre ami Samu? C'est un joueur décevant qui confirme saison après saison qu'il n'a ni les épaules ni les qualités pour jouer au Milan. Alors, le contraste était déjà marqué ces dernières saisons avec le reste du groupe, mais le décalage est d'autant plus important maintenant que l'équipe a su élever son niveau de jeu. Pourtant, parmi les remplaçants, c'est celui qui devait affronter la concurrence la plus abordable en théorie, avec Salemackers, qui est arrivé en no-name depuis un championnat mineur. Et pourtant, Castillero n'est jamais parvenu à prendre l'ascendant sur le Belge. Donc je pense que ses jours au Milan sont comptés, et tant mieux. J'ai quand même envie de saluer son état d'esprit, car c'est un joueur qui s'est toujours donné pour le club, pour ses coéquipiers et pour le maillot sur le terrain. Mais voilà, je pense qu'il a fait son temps, et place à d'autres maintenant, surtout à un poste aussi important que le sien. En deuxième place, je vais mettre Çalhanoğlu, qui est un joueur que je n'apprécie pas beaucoup, donc je serais peut-être un petit peu subjectif, mais bon, tant pis. C'est un joueur fade, irrégulier, dont la titularisation permanente reste une énigme pour moi. Il est arrivé au Milan avec une étiquette d'artificier, mais je trouve que sa technique de frappe et surtout ses coups de pied arrêtés sont très hasardeux. Il manque de personnalité, alors il est capable de sortir des bonnes performances quand l'équipe tourne bien, mais il plonge aussi avec le reste du groupe quand ça va mal. Moi, à aucun moment dans la saison, je l'ai senti capable de renverser un match et de changer la dynamique d'un match. Et je trouve que c'est problématique pour le poste qu'il occupe et surtout pour le numéro qu'il porte. Son contrat arrive à échéance le mois prochain. Il y a eu l'offre de l'équipe qatari. J'espère qu'il va accepter. En tout cas, j'espère qu'il ne sera pas prolongé et que Milan lui trouvera un successeur digne de ce nom. Je pense qu'il lui aussi a fait son temps dans le club et qu'il est temps qu'il parte et qu'il laisse les supporters un peu en paix. Et alors, en première position, là aussi, je pense que ça va être incontestable. Je crois que c'est le joueur qui a le plus déçu cette saison. Pourtant, c'est un joueur que j'apprécie, c'est Romagnoli. C'est le seul titulaire à avoir perdu sa place dans le 11 de départ par rapport à la saison précédente. Je pense qu'il a souffert du système de jeu de Pioli, qui le contraint à jouer plus haut, qui met ses défauts en lumière, à savoir la course. J'ai notamment en mémoire son but... le but de Lukaku contre l'Inter au match retour où il est complètement dépassé et complètement impuissant. Mais voilà, j'oublie pas qu'il a quand même été l'un des éléments les plus fiables du Milan ces dernières saisons. Mais actuellement, je pense qu'il mérite de s'asseoir sur le banc. Et j'espère qu'il parviendra à retrouver son niveau, que ce soit au Milan ou ailleurs, vu les dernières rumeurs qui circulent et vu son agent aussi. Mais voilà, donc Romagnoli pour moi en première place de ce flop. Aristide. Mention déshonorable, du coup, 4e place, Castillero. Je l'avais mis en mention honorable, je pense, de mon dernier du bilan de saison de l'année dernière. J'avais trouvé qu'il avait beaucoup progressé. Et là, franchement, clairement, l'ambiance est retombée parce que dès le début de saison, il a été aux fraises. Et puis, il a été d'une régularité dans sa médiocrité toute la saison, quoi. Je veux dire, il y a aucun moment où on s'est dit ah, ça y est, sa saison est lancée, il a fait quelque chose. Non, c'est un peu le vilain petit canard de l'effectif qui n'a pas réussi à s'intégrer au système de jeu de Pioli, à passer un vis-à-vis. La seule chose qu'on ne peut pas lui reprocher cette année, c'est effectivement ses retours défensifs, parce que bon, il se donne, il va au duel, ça on peut pas lui reprocher, il aide Calabria sur son côté, c'est très bien, mais voilà, ça ne peut pas être aligné, ne serait-ce que dans la rotation d'une équipe qui joue le top 4 de Serie A, c'est pas possible. 3e position, j'ai mis Raphaël Leao. Leao, pourquoi ? Parce que voilà, c'est un flop, une 3e place. Il n'a jamais progressé. Il n'a pas progressé en fait par rapport à son arrivée il y a un an. Il a fait à peu près la même saison que l'année dernière, donc avec quelques fulgurances, quelques hauts, mais aussi beaucoup de bas. Je n'oublie pas sa superbe prestation face à l'Inter lors du premier match qu'on gagne 2-1. Je n'oublie pas même son bon début de partie de saison, parce qu'il y a eu quelques beaux matchs, notamment face à Sassuolo, face à l'Inter. Non, il y a eu pas mal de bonnes choses. Mais voilà, en seconde partie de saison, quand il a été aligné dans l'axe pour remplacer Ibrahimovic blessé, ou même sur le côté parfois, ça a été catastrophique. Il n'arrivait plus à passer en 1v1. Il courait de moins en moins, donc peut-être l'absence de Zlatan qui lui mettait des petites claques, ça lui a manqué, parce que c'est vrai qu'il allait plus du tout au charbon, et non, il faut se rendre à l'évidence, Leao n'a pas progressé cette année. Seconde position du flop, toujours le même, qui revient dans les flops depuis 2017, Hakan Çalhanoğlu.
On se posait la question avec tout le monde, hein. Il y avait Roland, il y avait Arco à l'époque, MJ, Nico, si qui de Hakan ou de Caissier allait continuer dans leur bonne forme de la fin de saison 2020, 2019-2020, parce qu'ils avaient tous les deux terminé en trombe et on se posait la question s'ils allaient continuer comme ça ou l'un des deux, ou peut-être zéro. Bah voilà, je pense qu'on a notre élément de réponse. Caissier a fait une saison extraordinaire, Hakan est retombé dans ses travers. Je l'ai trouvé encore d'une irrégularité vraiment sans nom cette année. On peut pas se permettre, dans un 4-2-3-1, quand tu as le poste de numéro 10, de bien jouer un match sur 3, sur 4, peut-être sur 5, allez, si je suis un peu méchant, mais au mieux sur 3. Hakan, c'est quelqu'un, je pense que Rango l'a dit, mais qui a tendance à disparaître, sauf quand l'équipe tourne super bien, quand tout le monde fait son match. Oui, là on le voit, mais bon, on n'a pas besoin de lui quand on met 5-0 à Bologne ou 5-1 ou 7-0 au Torino. On a besoin de lui quand c'est un peu plus disputé. Et puis on met pas toujours un 5-0, hein, on l'a mis quand même rarement cette année. Donc non, Hakan c'est toujours aussi régulier. Là il est annoncé effectivement partant puisqu'il ne renouvellera peut-être pas son contrat. J'ai envie de dire tant mieux parce qu'on ne peut pas se permettre à ce poste-là d'avoir quelqu'un d'aussi irrégulier et qui ne progresse manifestement pas. Et enfin, premier flop, bon, Rango en a parlé, mais Romagnoli, pas grand-chose à dire de plus. C'est une vraie déception. Ça fait maintenant 1 an et demi, voire 2 ans que ça dure. Pareil que pour Caissier, pour les bonnes choses de Caissier, j'ai du mal à vraiment mettre le point et avoir une explication sur les manquements de Romagnoli cette année. Alors Rango a effectivement parlé du système de jeu un peu plus haut qui fait qu'on voit un peu plus ses défauts en termes de course. C'est possible. Est-ce que c'est la seule raison? Je pense pas, parce que bon, il a quand même fait des fautes très stupides. Je pense notamment à celle contre l'Udinese, je crois, où il relance l'Udinese avec un penalty, un ou deux penalties d'ailleurs, c'était contre l'Udinese et une autre équipe, alors que l'attaquant est dos au but, excentré, et puis il lui marche sur le pied ou presque. Mais voilà, non, il y a vraiment des manquements, un manque de confiance. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une vraie déception cette année. J'espère qu'il reviendra à son niveau qui était, contrairement à ce que certains peuvent penser, pas le meilleur défenseur pour moi de Serie A il y a encore 4-5 ans, Si. mais un des meilleurs effectivement, mais certainement pas le meilleur. Nico. En numéro 3, moi je vais mettre Léao, parce que il a surfé réellement en fait sur un bon mois et demi de très très haut niveau, c'est vrai. Mais après, et surtout à partir du mois de janvier, mais alors ça a complètement décliné. Il a eu un temps de jeu incroyable. Léao, c'est celui-là qu'on je dis toujours, il a l'étiquette du. Enfin, c'est son surnom, hein. Comment il s'appelle, celui-là qui était à Lille, qui faisait le recrutement. Campos disait que c'était le Kylian Mbappé portugais. Bah, ça me fait penser un petit peu quand tu vas au marché à 26 000, que tu veux acheter des sacs Louis Vuitton, ce genre de choses. Tu sais que voilà, c'est du faux. Ouais, voilà, c'est comme ça, Léao. T'en as l'impression au premier abord que ça ressemble à du Kylian Mbappé, mais tu te rends compte très vite qu'en fait, t'as pas du tout la qualité. Ça part très vite Mais en même live. Nyang sur certains matchs pouvait le laisser penser, hein. Tu vois, on l'avait comparé à Nyang, et on nous reprochait de le comparer à Nyang, mais je suis désolé, au niveau du style de jeu, il y a quand même des ressemblances, hein. Je pense quand même qu'il a plus de talent que Nyang. Après Nyang, j'oublie pas qu'il m'a fait lever un jour, il m'a fait faire la toupie dans le stade quand il avait marqué ce troisième but contre l'Inter dans le derby. Mais non, Léao, franchement, il a eu du temps de jeu, il y a de la nonchalance. Il n'y a rien, en fait, pour t'accrocher à ce joueur-là. Il te donne pas envie de l'apprécier. Quand il est pas bon, il se donne même pas à fond. Enfin, si vraiment il y a une bonne offre, il faut s'en débarrasser. Et je trouve ça dommage que, même si ça, il a joué en pointe parce qu'il manquait aussi, il y avait des blessures d'Ibra, mais même à gauche, quand il pouvait être sur le terrain, côté gauche, c'était quand même moins ça qu'au tout début de saison. Je trouve ça dommage que le petit Hauge n'ait pas eu plus de temps de jeu quand je voyais des fois les prestations de Léo, même si le Norvégien avait eu aussi un gros coup de mou en cours de saison. En deux, Çalhanoğlu. J'espère que Paolo a sorti la sulfateuse lundi pour notre gardien de but. J'espère qu'il le sortira, qu'il va la ressortir pour lui. Un mec qui demande 6 millions d'euros net par an, alors que c'est la première année où, en gros, il nous tape vraiment 3 mois ou 4 mois cette année. On a eu 3-4 mois corrects de Çalhanoğlu. Hein. C'est, par rapport à nos 4 ans qu'il a eu, c'est énorme, hein, déjà. Hein. Parce que des fois, on avait que 4 ou 5 matchs dans l'année. Mais bon, j'attends toujours ces coups francs de 35 mètres. Il y avait un journaliste, il n'y a pas longtemps, qui disait que Çalhanoğlu, c'était un Ozil du pauvre. Voilà, il va pas nous manquer.
il va pas nous manquer. Le mec réclame 6 millions d'euros net par an, c'est un truc de dingue. Fait la fine bouche à 4 et des trucs des fois qui me dépassent. Et en plus, ils te disent qu'il aime ce club. Et en premier, Romagnoli, rien à rajouter sur tout ce qui a été dit. Même si j'ai l'impression que ça sent la fin, l'aventure pour lui. On l'a complètement oublié. On se rend même plus compte qu'il est là quand il est sur le banc de touche. Ça sent quand même le départ, surtout si Tomori arrive. Je sais pas, je le sens pas se battre pour sa place non plus. On l'entend pas parler. Bon, après, c'est vrai c'est pas quelqu'un qui fait des vagues, mais te dire quand même que dans la même année, il y a ton capitaine, donc à la base Romagnoli, qui va certainement partir, et ton vice-capitaine qui pourrait partir à la Juve, c'est quand même quelque chose. Hein. Aristip. J'avais une question là-dessus. D'abord, c'est effectivement ce que vient de dire Nico. Et j'avais une question sur le Capitana. C'est avec, disons, le départ de Donnarumma qui est acté et le possible poste de remplaçant de Romagnoli, je me demandais qui pourrait être le nouveau capitaine en tant que titulaire l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose. Donc je sais pas si vous avez des idées. La tradition du Milan, c'est que c'est un Italien formé au club. Donc ça devrait être Calabria logiquement. C'est ça, logiquement, ouais. Bah justement, ma question c'est Calabria, et pourquoi si c'est pas Calabria, qui ce serait? Non, mais ce sera pas Calabria, ce sera pas Calabria, il y a de fortes chances que ce soit Kessié, Nico a certainement raison. De toute façon, ce club qui a voulu participer à la Super League n'a plus rien d'italien à part le nom et les installations qu'il occupe. Bon, il reste Calabria, mais il est possible qu'il saute dans pas longtemps. Je pense que là, il y a une chasse aux Italiens qui est lancée depuis quelques temps, et je précise que je suis très heureux que Donnarumma nous quitte, ça n'a rien à voir. Hein. Mais l'année dernière, je rappelais quand même qu'il y avait 80%, plus de 80% d'Italiens dans la ville de Milan, 20% d'Italiens titulaires au Milan. Bon, bah là, c'est devenu de pire en pire, c'est 10% maintenant, bientôt 0. Tout le monde s'en réjouit hors d'Italie. En Italie, visiblement, ils y sont un peu plus soucieux de ça. Hein, mais bon, je sais qu'il faut rien dire parce que sinon on est fasciste, c'est bien connu. On va peut-être passer justement au recrutement. Ça va être intéressant, ça, puisque Donnarumma nous quitte. Donc j'imagine que Rango a quelques mots à dire là-dessus. Et puis peut-être sur ses souhaits, sur l'arrivée de Maignan, sur plein de choses de ce genre. Vas-y, Rango, c'est à toi. Alors au niveau du recrutement, des perspectives et des transferts, effectivement, donc le premier transfert sortant est acté, c'est celui de Donnarumma. Je tiens tout de même à saluer la gestion de Maldini, que je soutiens à 100% dans cette histoire, puisque même s'il y avait des gens qui, au final, doutaient de la véracité plutôt des rumeurs qui circulaient dans la presse, on a tous pu assister au vrai visage de Donnarumma. Donc voilà, premier départ, première arrivée avec celle de Maignan. Après, moi, c'est un joueur que je ne connais pas spécialement puisque je ne suis pas à la Ligue 1. Mais de ce que j'ai entendu, ce serait plutôt une bonne pioche, notamment en sachant aussi qu'il fait partie du groupe de Didier Deschamps et que c'est probablement l'avenir pour le gardien des Bleus. Avec tous les gardiens italiens sont nuls. Il n'y avait pas mieux à trouver en Italie, c'était pas possible visiblement. Il fallait absolument aller chercher à l'étranger. On commence à avoir l'habitude. Je rappelle quand même que sur les 4 dernières années, on a 32 recrues, 2 Italiens seulement. Caldara, Tonali qui va sûrement pas être acheté. Enfin, on sait pas. Bon, ils essaient d'avoir des facilités de paiement, je crois, qu'ils n'auront pas forcément. Donc excuse-moi, hein, mais c'est à un moment donné, ça commence à me taper sur le système. Mais je laisse continuer, vas-y. Pour revenir sur les gardiens, moi c'est vrai que j'aurais préféré un gardien italien. J'aime beaucoup Cragno de Cagliari, qui je pense aurait très certainement pu faire l'affaire. Mais bon, voilà, le choix a été fait et on ne refera pas le passé. Et je pense aussi que Maldini et le club, de manière plus générale, est encore en train de payer les pots cassés de la gestion catastrophique de Mirabelli et Fasson. Donc ici, si Çalhanoğlu nous quitte après le départ de Antonio Donnarumma, je pense qu'il ne resterait que Kessié dans l'effectif qui est arrivé à cette époque-là, et Conti qui devrait revenir de près. Mais bon, voilà, faut aussi être conscient que la situation que l'on a vécue actuellement avec Donnarumma, c'est dû à Mirabelli et Fasson qui ont cédé à ses caprices et qui l'ont entré dans cette dynamique. Mais bon, je ne vais pas le faire passer pour une victime non plus. Donc au niveau des potentiels transferts, moi il y a 3 postes principaux qui me semblent importants à renforcer, notamment si notre milieu offensif venait à partir et à ne pas prolonger. Donc c'est, comme je l'ai dit, le milieu offensif, l'ailier droit et l'attaquant. Au niveau du milieu offensif, j'aime beaucoup De Paul. Malheureusement, il est affilié au clan Raiola, donc ça va peut-être compliquer les choses. Mais pour moi, c'est un joueur d'expérience qui est capitaine de son club et qui a toujours été très, très professionnel envers l'Udinese, qui a dit qu'il n'a jamais pressé pour un départ de son club, malgré le fait qu'il a un niveau sportif bien supérieur à ce que le club peut lui offrir.
Donc voilà, un joueur, un leader qui pourrait être recruté à ce poste. Pour moi, ce serait une bonne pioche après avoir combien l'Udinese demanderait et combien le Pizzaiolo demanderait en commission. En alternative, j'aime beaucoup aussi Malinowski, même si je pense qu'il y avait une fenêtre pour un transfert en janvier passé, qui s'est malheureusement refermée avec le départ de Papou Gomez et la mise en retrait d'Ilicic au niveau de l'Atalanta, puisque l'Ukrainien a fini la saison au boulet de canon. Et autant pour moi, Çalhanoğlu usurpe son identité d'artificier, autant Malinowski, c'est vraiment un maître en la matière. Et alors, il reste encore une alternative un peu plus low cost, qui est Mkhitaryan de la Roma, qui ne doit pas avoir l'arrivée de Mourinho d'un bon oeil, puisqu'il a été en conflit avec lui lors de sa période à Manchester, qui, je pense, est en fin de contrat, donc qui était une alternative low cost, et qui a fait une superbe saison avec la Roma et qui pourrait venir renforcer notre équipe à ce poste. Pour le poste d'attaquant de pointe, j'aime beaucoup Belotti, donc un Italien, un leader, capitaine aussi de son club. La situation est un peu la même que celle de Paul, sauf que lui n'a pas Raiola en tant qu'agent, mais Acaero en tant que président, donc c'est pas forcément plus simple pour la négociation. On se souvient que le président du Torino avait demandé, je pense que c'était 100 millions à l'époque pour l'acheter. Finalement, ça n'avait pas été le cas, et je pense heureusement à ce prix-là, mais ici il arrive tout doucement à la fin de son contrat, peut-être pas cette année, mais je pense l'année prochaine. Donc il y a peut-être moyen de l'avoir à un prix raisonnable. J'ai vu circuler dans la presse récemment que la Roma avait offert 15 millions. Je n'ai pas eu de retour du Torino à ce niveau-là, mais je pense que pour une vingtaine de millions, il y aurait peut-être moyen de faire affaire. Et en alternative, il y a le jeune Vlahovic de la Fiorentina qui sort d'une saison monstrueuse, qui n'a pas battu des records en termes de buts, mais qui a mis un nombre de buts qui n'était plus arrivé dans ce club depuis Batistuta. Donc, c'est un joueur très prometteur, qui a un profil très intéressant et qui, en plus, serait très content de jouer aux côtés d'Ibrahimovic, puisqu'il a avoué en interview que c'était son idole. Donc voilà, 2 possibilités de transfert, même si la piste Vlahovic semble être plus onéreuse, et je ne pense pas que Comiso le lâcherait pour une bouchée de pain. Et au niveau de l'aile droite, j'ai ciblé 2 joueurs. Avant d'en parler, je tiens quand même à souligner que je suis assez satisfait de la saison de Saelemaekers, qui a confirmé les belles choses qu'il avait montrées en fin de saison dernière. Et, Une secte, en fait. Pardon ? C'est une secte, en fait, sur Saelemaekers. Non. Ah oui, je t'ai pas dit, Nico, mais on a un nouveau fan de Saelemaekers, effectivement, qui vient rejoindre la secte d'Erko. C'est tout à fait ça. Non, mais pour être honnête, je trouve qu'il est assez intéressant. Je pense pas qu'il ait les épaules actuellement pour être titulaire dans ce Milan, mais dans la rotation, il va faire très bien le job, je pense. On va rappeler qu'on a refusé Chiesa l'année dernière quand même, c'est pas idiot de le rappeler, parce qu'on pouvait le prendre. On l'a refusé, il est parti à la Juve et on voit le succès qu'il a. Ça va sans doute être le leader de l'attaque italienne à l'Euro. Porto se souvient de Chiesa. On s'en souvient aussi, Théo Hernandez, à mon avis, doit s'en souvenir. Ouais, je pense que Théo Hernandez s'en souvient, puisqu'il a laissé pas mal d'espace dans son couloir contre la Juve lors du premier match. Mais bon, voilà, pour revenir à Saelemaekers, moi c'est un joueur que je trouve très intéressant dans les petits espaces, dans les combinaisons. En fin de saison, on a vu qu'il a pris plusieurs fois sa chance de loin, donc il essaie de gagner en responsabilité. Il vient d'un championnat mineur où il n'a pas forcément eu une grande étiquette, une grande attente lorsqu'il est arrivé, mais pour moi, il fait le job. Mais bon, j'espère quand même que le club va recruter un joueur d'un autre calibre pour être titulaire. Et donc, je vais y venir. Moi, j'ai cerné 2 joueurs qui sont Politano et Berardi. J'essaie de cibler des joueurs italiens parce que j'aspire à avoir un Milan plus italien, forcément. Mais Politano, tu sais que je le réclame depuis très longtemps et qu'à chaque fois on me rit au nez et qu'on me dit que ce mec-là n'a pas le niveau. Je suis désolé, chaque fois que je l'ai vu jouer, il était excellent. Contre nous d'ailleurs, que ce soit avec l'Inter, avec l'Inter, il avait été brillant. Je crois que c'était il y a 2 ans. Avec le Napoli également, c'est un très bon joueur, Politano. Alors c'est pas Chiesa, d'accord, mais c'est un très très bon joueur, bien meilleur à mon avis que Castillero et la clique. Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est un joueur que j'adore parce qu'il est très actif sur son couloir. Il a une belle patte gauche, une belle qualité de frappe. Je pense qu'il ferait beaucoup de bien dans ce couloir droit et qui ne ferait pas tâche par rapport à Saelemaekers au niveau défensif, puisque je pense que c'est la principale qualité du Belge. C'est un peu dommage pour un ailier, mais bon, voilà. Son seul défaut, c'est d'être passé par l'Inter, mais bon.
on pourra peut-être lui pardonner vu qu'il n'est pas resté très longtemps. Et je suis d'ailleurs étonné que Mancini le stomme un peu au niveau de la sélection, parce que pour moi, c'est un Italien qui a toujours répondu présent, qui est certes un petit peu irrégulier, mais qui a vraiment de belles qualités pour jouer à ce poste. Et alors, en alternative, Berardi, qui est... comment dire, l'éternel espoir. Je ne sais pas s'il a vraiment confirmé, puisque au final, il est toujours resté à Sassuolo. Il n'a jamais voulu franchir le cap. En tout cas, il ne l'a jamais passé pour passer dans un autre club. Mais voilà, c'est peut-être la saison pour lui pour changer d'air avec le départ de De Zerbi et tenter un nouveau challenge. Pourquoi pas au Milan, même si je me demande s'il n'est pas interiste ou s'il n'a pas de la famille interiste. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Aristide, on va rappeler que l'année dernière, en parlant d'Interiste, l'Inter a donc recruté Barella pour 36 millions. 36 millions Barella, c'est cadeau vu le niveau qu'il avait atteint, en sachant que moi je pense qu'on aurait dû le recruter 3 ans plus tôt, parce que le truc c'est qu'on s'intéresse toujours aux joueurs quand ils sont connus, donc quand ils coûtent cher, alors que ces jeunes-là, à un moment donné, quand ils sont déjà très bons, à 20 ans, 21 ans, ou même plus jeunes, ils coûtent évidemment beaucoup moins cher. Mais bon, je te laisse nous parler de la partie recrutement, peut-être des propositions de Rango, et puis peut-être as-tu également une surprise à nous sortir de ton chapeau. Ah bah tu sais, concernant Barella, c'est mon joueur préféré et ce depuis quelques années, donc effectivement tu peux que me convaincre là-dessus. Avec moi que 36 millions, c'est rien du tout pour un tel joueur. Ah oui, non mais Elle en vaut le double, genre. Ça fait... Ah non mais aujourd'hui, s'il peut en valoir le triple, c'est pareil. Barella, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain pour moi de Serie A. Je pense il qu'il était pisté par le Milan il y a 3-4 ans, tu te rends compte, quand il était très jeune. Et on n'a pas été fichu de déceler son talent. Il est interiste. Ouais, du coup, non, mais Barella, oui, c'est un joueur extraordinaire. Après, bon, moi aussi je suis vraiment Team Italie, j'espère qu'on aura des Italiens à Milan. Donc Belotti, bon, ça fait des années à Casa Milan que je dis Belotti, pas de souci. Berardi, j'en ai parlé aussi l'année dernière, effectivement le joueur de Sassuolo que je trouvais un peu, pardonnez-moi l'expression, tête de con il y a encore quelques années, je trouve qu'il s'est un peu calmé, il est un peu mûri, il est un peu moins sanguin. Zlatan aussi était comme ça. Oui, c'est vrai, mais j'avais peur que Berardi reste vraiment comme ça, parce que en plus il avait un peu plus de mal à confirmer. Alors Berardi est encore jeune, je crois qu'il a 25 ans maintenant, mais ouais, je suis content qu'il confirme, parce que c'est vrai que c'est un bon joueur, assez technique, qui développe un peu un bon volume de jeu, ce qui lui manquait avant, mais sur l'aile droite, Berardi ce sera super, Belotti en pointe, pourquoi pas Giroud, mais bon, Giroud c'est du court terme, donc je préfère encore Belotti. Après, mon rêve, moi, en milieu offensif, bon, s'il faut qu'il revienne, mais Zaniolo, quoi. S'il y a bien un deuxième joueur que j'adore après Barella, c'est Zaniolo. Mais la Roma ne laissera jamais partir, c'est impossible. À moins que la Roma soit en difficulté financière ou qu'ils aient besoin de vendre, effectivement, je vois pas comme Nesta en 2002 avec la Lazio. Oui, ou qu'il y ait encore une énième grosse blessure, mais dans ce cas-là, il sera peut-être moins intéressant, parce qu'il y a déjà eu quand même 2 fois les croisés, Zaniolo, genou droit, genou gauche, je crois. C'est énorme. Donc, s'il se reblesse encore une fois, je pense que même la Roma, à un moment, dira, bon, bah, voilà, quoi. Mais bon, je lui souhaite pas, je lui souhaite tout le meilleur. Et voilà, si c'est pas Zaniolo, moi j'aimerais beaucoup Luis Alberto, que je trouve. Alors, bon, son seul défaut c'est de pas être italien, mais je trouve quand même assez incroyable. Vraiment un vrai joueur de ballon. Après, sinon, il y a Pessina aussi, qu'on doit. Alors, je vais parler un peu solde, mais qu'on aurait à 50%, parce que je crois qu'on a une clause de rachat à 50% de son prix, de mémoire, Pessina de la Talenta, qui peut jouer en numéro 10. Pas la même chose sur Locatelli par hasard. Non, je crois que c'est pas le cas, hein, t'inquiète pas. Mais... Ouais, je crois... Donc, Pobega nous appartient encore, je crois aussi. Ouais, Pobega, oui, de la Spezia, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je sais pas si Pobega, d'ailleurs, il revient cette année ou il a un prêt de 2 ans à la Spezia. Peut-être que, je sais pas si Nico, t'es plus informé là-dessus. Non, c'est pas ça. Pobega, en fait, Milan a un prix de rachat. Il est vendu, il y a un prix de rachat. Ah, il est vendu, je crois qu'il était en prêt simple, moi. Un prix de rachat à 7 ou 8 millions, si on a envie. C'est pas énorme. Hein. Et Locatelli, apparemment, va à la Juve. Ah bah super. Et bravo Milan, hein. Bravo Milan. Tout ça pour faire jouer Bilia, il faut le rappeler, parce que si Locatelli est parti, c'était pas parce qu'il y avait Benasser qui était pas encore là. Non, c'est parce que Bilia est arrivé. On lui a dit Bilia sera titulaire, donc Locatelli qui avait envie de jouer, qui sortait quand même d'une année comme titulaire, qui était en progression, même si effectivement il y avait eu aussi des matchs un petit peu moyens. Mais enfin, je veux dire, il était très très jeune, donc on peut dire que, comment dire, il était en train de faire ses dents, quoi. Et on lui a mis Bilia dans les pattes, donc il a voulu jouer. Il est parti à Sassuolo, ce qui était plutôt un choix intelligent. Il est tombé sur un bon entraîneur, et du coup il est presque titulaire en sélection, surtout avec la blessure de Verratti. J'imagine qu'il a des chances de jouer titulaire. Il est excellent, il faut voir ses matchs quand même, il est phénoménal, et il va finir à la Juve alors qu'il était chez nous. Mais c'est incroyable quand même cette gestion de milaniste de nos jeunes, quoi. Je trouve ça fou. Il était chez nous, c'est un joueur à nous. Je trouve ça dingue, moi.
Ouais, qu'on a vendu quoi, 15 millions, même pas 20, je crois. Donc une somme dérisoire par rapport à ce qu'il peut valoir aujourd'hui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et sinon, voilà, bon, Zaniolo, Luis Alberto, Pessina, je pense que Tonali peut assumer ce rôle de 10 aussi. Pour l'instant, je suis pas Est-ce qu'il va totalement rester? convaincu. Va-t-il Bah rester? justement, Eh ouais, bah tu sais, ouais, ouais. La chasse aux aujourd'hui, Italiens, je te dis, c'est ouvert, c'est ouvert. Le grand remplacement, Aristipp. mais même, c'est pas étonnant, hein. Enfin, sans parler des Italiens ou pas, quand tu vois que à la fin, on en parlait, MJ, hein, mais à la fin, les derniers matchs, c'était Meïté qui rentrait alors que Tonali était disponible. Quand tu vois le crédit qu'accorde Meïté, enfin qu'accorde Pioli à Meïté, et quand tu sais que Tonali passe derrière Meïté, bah, je suis pas étonné, pardon, que Pioli et Maldini hésitent à lâcher 35 millions sur Tonali ou 25 en plus, parce qu'il y a déjà un prêt de 10 millions payant. Quand tu vois qu'il Mais passe surtout derrière qu'il Meïté, était bon. c'est Il était pas, bon c'est depuis janvier, t'es pas, d'accord avec moi? On le disait ici. Alors il n'était pas extraordinaire, on est d'accord, mais on oui, rappelle voilà, qu'il a il était pas 21 ans. extraordinaire, mais Mais toujours il meilleur était que plutôt Meïté. bon. Techniquement, c'est quand Complètement même autre d'accord. chose que Meïté, merde. Non, complètement d'accord, c'est autre chose, mais c'est vrai que moi, quand je vois la hiérarchie dans laquelle il est maintenant Tonali à la fin de la saison, je suis pas tant étonné que Milan hésite, hein. C'est plutôt en accord avec la fin de saison et c'est très triste. Et je pense que il pourrait dépanner aussi en rôle de numéro 10. En tout cas, je ne vois pas comment il pourrait faire moins bien qu'Akan Çalhanoğlu ces derniers mois. Et sinon, bon, bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour en termes de poste. Je pense qu'on est déjà pas mal là-dessus. Réaction de Rango. Oui, je voulais réagir par rapport à Tonali. Je n'avais pas voulu le placer dans mes déceptions, dans mes flops, parce que j'avais pas envie d'être dur avec lui. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il vient d'arriver. Au final, il arrive dans un Milan qui parle peut-être plus français qu'italien. Donc, il a le. Comment dire? On peut lui laisser ce temps d'adaptation pour lui. Après, je trouve quand même que par rapport à l'attente qu'il y avait autour de son transfert, il peut y avoir un petit peu de déception. Et j'ai envie de dire que je le trouve pas adapté à notre schéma tactique. Je le trouve pas adapté à ce milieu à deux. Je le trouve plutôt lent, pas très mobile, et je pense que ça lui Ouais. fait défaut dans ce double milieu. Euh, En 10, je ne suis pas convaincu, même si pourquoi pas, c'est vrai que Çalhanoğlu ne répond de toute façon pas aux attentes, mais j'ai toujours trouvé, en tout cas souvent, Diaz plus étincelant que le Turc. C'est d'ailleurs marrant aussi que ton numéro 10 titulaire soit déplacé sur l'aile gauche lorsqu'un remplaçant rentre sous le terrain. Mais bref, on va refermer la page Çalhanoğlu. Mais voilà, Tonali, je pense il y a un problème, il y a un problème de positionnement sur le terrain. Je pense qu'il serait beaucoup mieux dans un milieu à 3, mais c'est pas le cas actuellement au Milan. Nico. Ben, moi, en termes de possibles recrues, je t'avoue que il y a 10 ans en arrière, je suivais le mercato à bloc complet, toutes les heures, à regarder les sites d'information, en sachant qu'en plus, en Italie, des infos, t'en veux toutes les 10 minutes, chacun donne son information. Aujourd'hui, il y en a un, j'ai pas à faire dans l'originalité, les deux noms, le nom, il a été dit par mes deux compères, c'est Bellotti. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'il aime le Milan. C'est un gars qui donne tout pour le maillot qu'il porte. Donc, c'est pour ça que s'il y avait un joueur à sortir, je sortirais lui. Après, en ce qui concerne la première arrivée qu'on a eue, donc Mike Maignan, qui est franchement, de ce qu'on entend parler, un bon gardien avec un très gros potentiel. Il s'est plus donc champion de France avec Lille. Il avait fait une ou deux belles parades en plus contre nous lors de la double confrontation. Et je t'avoue que je suis très content, surtout pour prendre la place de notre Donnarumma, qui c'était pire que ce qu'on pouvait penser au final, cette histoire de prolongation de contrat. Maldini donc aurait quand même pris son téléphone à un moment quand même pour appeler Gigio, pour lui dire en gros bon avec ton agent on n'y arrive pas, est-ce qu'on peut s'arranger entre nous? La réponse de Donnarumma aurait été c'est Mino qui gère mes affaires, moi je fais ce que me dit Mino. Donc à partir de ce moment-là la décision elle a été prise de la part de Paolo Maldini de tout de suite clore et en plus l'annonce juste après la qualif en Champions League, je pense qu'elle a été terrible pour le clan Donnarumma. Apparemment, grosse surprise quand même de la part de Raiola et de Donnarumma qui pensaient que le Milan allait plier, comme avait plié Fasson et Mirabelli la première fois. Au niveau des exigences de salaire, ils demandaient quand même 10 millions sur 2 ans, ce qui est et 20 millions apparemment de commission donc pour Raiola et 3 millions pour le père de Donnarumma. Enfin, les mecs, c'est des fous. Donc après, c'est sûr que quand tu fais quand tu comptes, ça coûtait moins cher au final de prendre Maignan avec son salaire que de garder en fait notre gardien de but. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. J'espère quand même qu'il finira dans 4-5 ans à Frosinone. Et tant mieux pour Frosinone, ils auront un bon gardien de but parce qu'il y a quand même un bon potentiel. Hein.
Mais en tout cas, ce qui a été beau à voir, c'est pour une fois, c'est que le Milan ne s'est pas plié. Et c'était surtout Maldini qui a dit à un moment, qui a dit stop. Et qui a dit en gros, le Milan, d'un moment, ça ne se brade pas. Il a 22 ans. Je veux dire, on te propose un salaire aussi énorme, tu devrais même pas avoir à réfléchir en fait. Et t'as lu les Tu te bats réactions de Ambrosini et Nesta. Ambrosini, Nesta, Gattuso, Sacchi. Je crois que Sacchi, la parole qu'a dit Sacchi, c'est il sait pas, il ne se rend pas compte de ce que représente ce maillot et ce qu'il peut représenter pour les gens et que à ce niveau-là, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est des mecs comme Ambrosini, je crois que c'est Ambrosini qui a dit ça, ou Nesta, à cet âge-là, 2 millions, et c'est des gens qui ont touché ces salaires-là, hein, qui ont dit 2 millions, ça représente rien pour eux, en fait. C'est triste, c'est incroyable pour nous, c'est énorme, mais pour eux, des salaires pareils, ça représente pas grand-chose. Et il dit, mais comment, en gros, il n'a pu ne pas prolonger, quoi. C'est quand même quelque chose qui. Et moi, jusqu'au bout, je me dis peut-être qu'il va nous jeter Mino au dernier moment et il va se mettre enfin les supporters et peut-être qu'enfin, Comme l'avait il fait va Insigné. Insigné, Hamsik. Mais on attendait ce grand geste, en fait, les supporters, hein. Secrètement, on l'attendait un petit peu, même si ça commence à nous gonfler un petit peu, mais au final, pas du tout. Donc on va voir, est-ce qu'il ira à la Juve? Est-ce qu'il ira à Barcelone? Apparemment, lui préférait aller à Barcelone, quand même. Et Mino, apparemment, lui boufferait le cerveau en lui disant que de toute façon, c'est que 2 matchs dans l'année au pire qu'il fera à San Siro. Euh, mais lui a très peur, s'il va à la Juve, du possible retour à San Siro, en tout cas. Ah mais moi je regrette vraiment l'absence des supporters, pour d'autres raisons également, mais d'abord pour ça, pour la fin de saison là, qui est écoulée. C'est-à-dire que j'aurais adoré que les supporters fussent présents dans le stade pour le pourrir, parce qu'ils méritaient que ça. Moi, je t'avoue que j'ai hâte de voir quand même la suite parce que ça soit la Juve. Parce qu'au final, il y a 2 clubs aujourd'hui qui seraient prêts donc, à lui donner ce salaire-là, c'est Barcelone et la Juve. Mais ces 2 clubs doivent se séparer quand même de leur gardien de but qui touche déjà, eux, 7 millions, chacun, leur gardien qui sont actuels, Chesney et Ter Stegen. Donc, il faut qu'il y ait un jeu de chaise musicale. Les gardiens, on sait que ça bouge pas rapidement. Et je me dis quand même que s'il arrive à ne pas trouver un club de ce standing-là, ou qu'il soit obligé de descendre son salaire au final à peut-être en dessous de ce que Milan était prêt à lui donner, mais mon Dieu, mais quelle claque. Mais en tout cas, malheureusement, on ne souhaite pas du mal aux gens, hein, mais je t'avoue que j'aimerais quand même que ce gars-là se vote complètement dans sa carrière. Je ne souhaite pas de se faire les croisés, mais que psychologiquement, on va dire qu'il n'y arrive pas et qu'il finisse dans un club moyen. Parce qu'au bout d'un moment, ce serait si demain il arrive à faire ce qu'il a envie, ce serait au final donner raison à tous ses actes. C'est pour ça que quand on parle de mercato, je vais faire confiance à Maldini sur ça, qu'ils nous prennent des joueurs qui aiment le maillot, comme lui, il l'a aimé. Et c'est pour ça que s'il peut nous ramener Bellotti, ce sera déjà pas mal. Mais pas de Berardi qui est trop estampillé Inter, c'est pas possible. Ça, je peux pas. Non mais Politano, pourquoi pas. Et de Zaniolo, j'en parle pas, même si je crois pas une seconde. Politano est un très très bon joueur. Je crois que c'est même lui qui nous avait mis le but lors du match qu'on a perdu 1-0 à San Siro là, cette année. Oui, c'est Politano probable. est un très beau joueur de foot. Le problème, c'est qu'il est très souvent blessé, très fragile. Aristide. Moi j'ai une question, c'est comment Maldini, qui avait livré une super interview il y a quelques années en disant qu'on désitalianisait le Milan, et que lui était voilà, bon, Bonne un peu comme tout question, le monde, je me la pose tous les pro-italien, jours. et pourquoi aujourd'hui on a les 3 quarts des joueurs de Ligue 1 et de championnat étranger? Moi c'est la question que je me pose, et j'ai un petit élément de réponse, mais je voulais avoir votre avis, surtout toi MJ, là-dessus. Ah mais j'aimerais bien avoir ton élément de réponse parce que c'est une question que je me pose. Même l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, qu'on lui avait posé la question en conférence de presse sur l'italianité et qu'il avait répondu que le drapeau était très important côté milanais, sous-entendu on va prendre des Italiens. Je crois que c'est peut-être il y a 2 ans même, je ne sais plus. Bref, et puis Boban également dans son interview, qui était son partenaire avant de se faire virer suite aux déclarations sur Rangnick, eh bien partageait ce point de vue. Il y avait une interview de Boban citée par Roland, je crois, l'année dernière. Qui rappelait bien ces éléments-là. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maldini a toujours dit qu'il était pour des Italiens au club, qu'il était pour des Milanais au club, mais je n'ai pas la réponse. Mais Nico veut réagir, peut-être qu'il l'a. Moi, peut-être que je sais pas du tout, hein, c'est mon avis. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois quand on a parlé. Moi, je pense que les Italiens, quand même, ont un creux générationnel en termes de talent. Il y en a pas tant que ça. Mais Qui sont Barella, vraiment Chiesa, non, on pouvait les prendre. Pour moi, Chiesa, Barella, oui. Mais des joueurs du standing de Barella, en Italie, t'en as 2-3. Non mais on Et pouvait là, les prendre, il y avait une fenêtre pour les avoir, on aurait pu les prendre. Je suis désolé, au moment où on recrutait André Silva, au moment où on recrutait, je sais pas, Saelemaekers ou Castillero ou d'autres, on pouvait prendre ces joueurs-là. On a refusé et on a même viré nos propres joueurs. Donc je veux dire, il y a un problème quand même, Nico, ça va au-delà de ce que tu appelles un creux générationnel qui en plus est démenti par les faits, parce que les équipes de jeunes italiennes ont de très bons résultats
sur la C'est scène comme, européenne. Donc ça, moi, j'y crois pas au creux générationnel. On a le creux générationnel qu'on veut provoquer éventuellement en les faisant pas jouer, parce que je rappelle que pour être bon, faut jouer. Et comme ils jouent pas, ils peuvent pas être bons. tu vois, aujourd'hui, par exemple, les défenseurs centraux italiens, moi en tête, j'ai Bastoni. Je sais pas s'il y a Mancini est pas mal aussi. Mancini, ouais, bon, Mancini, c'est pas un cador, quoi. On n'est pas sur des cadors, hein. Bastoni, on va dire qu'il a un niveau de pouvoir devenir peut-être un très grand. Non mais on peut devenir un cadre défenseur central à 25 ans, on n'est pas obligé de l'être à 18 ans, Nico. Faut quand même reconnaître aussi qu'un jeu, on veut tout de suite aujourd'hui, on veut que le mec à 20 ans, ça y est, ce soit Maradona. Excuse-moi, on peut peut-être attendre un petit peu qu'il progresse. Et c'est ce que je disais en début de saison sur Tonali, quand je trouvais Aristide un petit peu dur, parce que j'expliquais, mais il a 20 ans le mec, il vient de débarquer, il débarque dans une équipe étrangère, laissez-lui le temps, laissez-le progresser un peu. C'est comme quand on vire Cutrone, et aujourd'hui on me dit, ah bah regardez ce qu'il fait ailleurs, mais je m'en fous de ce qu'il fait ailleurs, chez nous il était bon quand il jouait titulaire, et c'était autre chose que Léao, et on l'a viré pour prendre Léao, et on voit le résultat. Peut-être que si Cutrone était resté chez nous, le Milan aurait une autre gueule. Et les supporters, à mon avis, seraient ravis. Puisque Nico, toi qui étais au stade, tu peux au moins témoigner de ça. C'est que Cutrone était adoré par les supporters. Mais moi, le truc que je veux dire, c'est que je pense que il y a le fait déjà que pour moi, il n'y a pas autant de talent en Italie actuellement. Enfin, de grands talents, on va dire. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, Maldini, aujourd'hui, mis sur ses faits de devoir faire une équipe compétitive, va chercher ce qui lui permettrait, on va dire, en gros, de réaliser les objectifs du Milan. Et surtout, je pense que dans le style de jeu dans lequel on joue aujourd'hui, je pense que les Italiens ne s'adaptent pas du tout. Et la preuve, par exemple, avec un Romagnoli qui avec le style de jeu qui a changé, en jouant plus haut, en étant beaucoup dans le 1 contre 1, où la vitesse est très importante, on est sur des joueurs qui sont très athlétiques, très physiques. Là où un Saelemaekers court énormément, un Leao, c'est vrai que quand on fait une fusée sur son couloir, comme Théo Hernandez, Tomori, par exemple, qui des fois cumule peut-être ses placements, ses problèmes de placement par de grandes accélérations. On a Kessié et Benacer en milieu de terrain, sont 4 poumons. Enfin, ils ont 4 poumons chacun, pardon. Je veux dire, ce genre de joueur qui fait qu'en Italie, il n'y en a peut-être pas, on va dire, ils jouent peut-être un peu à l'ancienne encore sur certains trucs, et il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça qui ont un énorme volume, pouvoir enchaîner, répéter les courses, et ce qui fait que peut-être on les recrute pas. Enfin, je vois que ça, parce que c'est vrai que, comme dit Aristide, cette interview à l'époque, on avait fait une émission, on était tous aux anges, on disait tous Maldini tout de suite, et c'est vrai que depuis qu'il y est, il a rien mis en place à ce niveau-là, en tout cas, de ce qu'il avait dit dans cette interview. Alors trois choses. Déjà, première chose avant qu'Aristide réagisse, l'Italie, la nationale, a fait un excellent parcours de qualification. Alors certes, ils ont parfois joué contre des peintres, mais ils ont aussi réussi à gagner 1-0 aux Pays-Bas par exemple. C'est pas rien, on les donnait perdants. Hein, donc les joueurs italiens, quand on les met ensemble, réussissent à faire quelque chose. Deuxième chose, les équipes des Italiennes en Ligue des Champions qu'on a vu cette année, je le rappelais en début d'émission, se sont vautrées lamentablement avec ce que tu dis Nico, c'est-à-dire avec un jeu soi-disant plus physique, soi-disant tout ce que tu veux, avec plein d'étrangers, parce que les Italiens fallait les chercher, il n'y en avait quasiment pas. Donc on voit que c'est une recette qui pour l'instant en tout cas ne marche pas. Et au Milan, on attend de voir ce que ça va donner l'année prochaine, même si on souhaite bien évidemment, étranger ou italien, peu importe, on souhaite que le Milan fasse bonne figure en Ligue des Champions, on l'a déjà dit tout à l'heure. Cela dit, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et enfin, je répète, les jeunes sont ce qu'on en fait. Si on ne les fait pas jouer, si on ne les fait pas progresser, si on ne les fait pas franchir des paliers au bon moment, eh bien ils végètent et ils ne sont pas là. Donc là, les postes sont bloqués, tu ne fais pas jouer les jeunes, on a bien vu tout à l'heure, tu le disais toi-même, on faisait jouer Meite, on donnait la priorité à Meite par rapport à Tonali, alors que Tonali, je le répète, était bon depuis janvier. Pas excellent certes, mais bon, et en tout cas pas moins bon que Meite. Donc on a fait un choix et voilà le résultat. Les équipes de jeunes italiens, je suis désolé, U17, U19, ça fait finale avant le Covid. Avant que la Covid, évidemment, n'empêche les compétitions de se tenir. Hein, mais c'est quand même quelque chose, ça. Ce sont des données factuelles. Et on ne peut avoir que ces données-là, puisque dans les clubs, on ne les voit pas. On n'a plus le droit de les voir. Même les petites équipes, aujourd'hui, font quasiment plus jouer d'Italiens. Regardez, alors, si je parle des grosses équipes, j'en parle même pas. Du côté de la Juve, il y a qui? Il y a Chiesa. J'essaie d'en trouver un autre. Il y a Chiellini qui est sur la descendante. Bonucci est sur le banc. À l'Inter, il y a les deux qu'on a cités, c'est-à-dire Bastoni qui est excellent, c'est vrai, vous l'avez bien dit, et Barella qui est excellent aussi. Bon, mais sinon, il n'y en a pas des masses, hein, c'est certain. Mais moi, comment dire, l'Italie est un grand pays de football. On me fera pas croire que les Italiens sont nuls. C'est une donnée que je ne validerai jamais. Mais chacun son avis. Aristide peut réagir. Oui, je voulais réagir et justement, je suis plutôt surpris que Nico ait parlé du trou générationnel parce que je me rappelle la première fois qu'on s'était eu au téléphone MJ, avant que je parle avant ma première émission, je t'avais déjà énoncé ce trou générationnel ou ce défaut mental avec certains Italiens. Je pensais à Berardi, à Balotelli, vraiment excusez-moi l'expression, mais des têtes de con. Et voilà, tu m'avais soutenu mais ça, il y en a contraire. partout. Mais je te soutiens le contraire parce que c'est un argument qu'on me sort à chaque fois. Et moi, ce que je réponds Oui. toujours, c'est que le trou générationnel, il est provoqué.
C'est-à-dire que tout est organisé pour qu'il y ait un trou générationnel. Voilà ce que je dis. C'est-à-dire que le trou générationnel, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui a été organisé parce qu'on forme moins déjà en quantité. Et quand tu formes moins en quantité, tu trouves moins en qualité forcément. Et surtout les rares fois où on voit des jeunes, je parle à l'âge des U17 bien évidemment, donc on commence à les voir à la télé qui sont bons, on ne les fait pas jouer en club. On a de multiples exemples là-dessus. Mais regardez, Locatelli, il aurait pu se perdre. Locatelli, c'est le meilleur exemple. On lui a donné sa chance un peu, on l'a, comment dire, on lui a mis Bilia dans les jambes tout de suite. Je le disais tout à l'heure, je vais pas, épiloguer. Et résultat, il est parti. Et tant mieux, il a réussi ailleurs. Mais tout est fait. Le fait de balader comme on l'a fait il y a très longtemps avec Palosky, des joueurs de prêt en copropriété, de club en club, etc. C'est pas la meilleure façon de progresser, soit dit en passant. Alors c'est vrai, mais je veux dire, il y a plein de pays qui fonctionnent comme ça. Pourtant, certains pays, certaines nationalités peuvent marcher très bien. Qui n'arrivent pas en finale des championnats d'Europe des U17 et U19. Alors oui, mais est-ce que arriver en championnat d'Europe des U17, U19, ça te garantit d'avoir une équipe A pro de grande envergure? J'en suis pas certain. Rappelons-nous la génération 87. Rappelons-nous la génération 87 de l'équipe de France. Les Benzema, Ben Arfa, Nasri, Menez, j'en oublie les trois quarts, qui avaient tout défoncé au début des années 2000. Quelle a été cette génération en équipe de France A? Menez, Ben Arfa, Benzema, super. Benzema, il fait son retour maintenant à 34 ans. Le reste, ça a été un fiasco. Non, mais Benzema, c'est pour des raisons extrasportives. Non, mais Benzema, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord avec toi. Sauf que, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'on est d'accord. C'est vrai, ça ne garantit rien. Sauf que si tu ne les fais pas jouer, ça garantit encore moins. C'est ça que je veux dire. Tu comprends? Donc il faudra peut-être commencer par les faire jouer et ensuite on peut discuter. Mais comme on les fait pas jouer, on ne peut pas avoir de conversation là-dessus. C'est impossible. Alors, d'accord avec toi, mais est-ce que en partie, parce que est-ce que quand je prends les pays de la Coupe du Monde, là, ces fameuses Coupes du Monde ces dernières années qui sont d'un très haut niveau, c'est ironique évidemment, est-ce qu'on a besoin est-ce que les Suédois, les Macédoniens ont besoin d'avoir leurs 15 joueurs qui jouent dans les 3-4 premières équipes de Macédoine ou de n'importe quel autre championnat pour se qualifier en Coupe du Monde ou à l'Euro? J'en suis pas sûr et c'est pas le cas. Ce qu'on a fait contre la Suède avec Ventura, on va pas refaire l'épisode, mais qu'on soit dans les que les Italiens jouent dans les 3-4 premières équipes de Serie A, ça explique pas le fait qu'on se fasse déboîter et qu'on ne franchisse pas les qualifications contre des pays dits très faibles, contre la Suède. Il n'y a aucun Suédois qui joue dans les championnats majeurs, ils jouent pas ensemble, pourtant ils y arrivent. La Croatie, c'est un pays qui a été créé très tard, c'est pas un pays de football, pourtant ils ont fait une finale de Coupe du Monde, pourtant ils ont déjà fait des bons résultats en Coupe du Monde. Moi je maintiens qu'il y a un trou, et je rejoins Nico, un trou générationnel, parce que c'est pas normal qu'entre Chiellini et Bastoni, qui a une passation de pouvoir à 13 ans d'intervalle entre les deux joueurs, que notre meilleur milieu de terrain ce soit a priori Verratti, qui a jamais eu une bonne compétition européenne en Coupe du Monde ou à l'Euro, et puis qui n'est même pas indispensable, et là je rejoins l'ami Riolo de temps en temps au PSG, et que ce soit un milieu de terrain qui repose sur Barella, un jeune de 22-23 ans qui a 2 bonnes saisons avec la Cagliari et 1 ou 2 bonnes à l'Inter. Et c'est pareil pour Bastoni, pour beaucoup de joueurs. Et pourquoi l'italien est cher? Pourquoi à chaque fois on dit bah mince on recrute pas italien? Et pourquoi Maldini, je pense, n'arrive pas à recruter italien? Quand on n'arrive pas à se positionner dessus dès le début, c'est parce que tout ce qui est rare est cher, et excusez-moi de le dire, l'italien, le bon italien, l'italien vraiment de bonne qualité est rare depuis des années, je suis désolé de le dire. C'est pour ça qu'un Belotti, qui est un joueur qui vaut maximum 40 millions d'euros, a été valorisé à 100 millions d'euros il y a quelques années. Dès qu'un bon joueur italien fait 3 passes, ça y est, c'est 100 millions d'euros, et c'est pas la première fois. Tout ce qui est rare est cher, et désolé, mais un bon italien est rare, il y a un trou générationnel, et je rejoins Nico là-dessus. Mais la preuve que non, 36 millions, c'est pas cher pour Barella alors qu'il était connu. Il y en a plein des contre-exemples. Il y en a plein des contre-exemples. Il y en a plein, mais attends, je peux te citer Bertolacci, Andrea Poli. Non mais Bertolacci, on le connaissait pas. Cerci, Montolivo, Conti, pas cher, Montolivo. Borini, Paletta, José Mori, Cutrone, Destro, Lapadula, Bonucci, Balotelli, Caldara, Matri. Non mais tu cites des exemples. En fait, c'est des cas individuels qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, Aristide. C'est ça le truc, c'est que tu mets Cutrone qu'on a viré et qui s'est perdu parce qu'on a tout fait pour qu'il se perde. Cutrone, c'est l'exemple même de ce qu'il faut pas faire avec un jeune, surtout un attaquant qui a besoin de confiance. Mais moi, si tu veux, en fait, tout ça, ça me fait sourire parce que en fait, je pourrais me réjouir d'avoir eu raison depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que j'annonce ça. Je me rappelle, je suis arrivé sur les forums au début 2003, juste avant la finale, entre les deux matchs, je crois, entre la demi-finale et la finale, dont on va parler d'ailleurs dans quelques jours. Et je disais déjà, attention,
absence de renouvellement. Il y a un gros souci à ce niveau-là, puisqu'on ne fait pas jouer les jeunes. Donc il y a certes les joueurs qui ont été formés avant l'arrêt Bosman et qui sont là, et ça a été la génération 2006 championne du monde, mais on ne fait rien pour renouveler, on ne lance pas des jeunes comme on le faisait par exemple avec Albertini Capello quand il est arrivé en 91, premier match, hein. Il sortait de l'ère Sacchi quand même, donc le Milan était au sommet. Premier match contre Ascoli, il met Albertini. Albertini titulaire pour la première fois au Milan. Et il fait 28 matchs alors qu'Ancelotti, son concurrent, en fait 12 la même année. Alors Ancelotti a été blessé, il faut le dire. Et ensuite Albertini s'est installé durablement. Ça on savait le faire à l'époque, tu comprends. Mais aujourd'hui on n'ose plus. Il y a un problème de frilosité. Moi je pense que ce trou générationnel, il existe parce qu'on a bien voulu qu'il existe. Je ne pense pas que ce soit une déficience des mâles italiens dont la semence serait de moins bonne qualité qu'il y a 30 ans, tu comprends. Je pense sincèrement que tout est fait au niveau de la formation et surtout au niveau de la promotion pour que les Italiens ne percent pas. Voilà, par frilosité, ça peut être par défaut. Je dis pas que c'est organisé comme, je suis pas complotiste. Je dis simplement qu'il y a une philosophie de donner, et ça on le dit depuis des années, la place aux vieux plutôt qu'aux jeunes. Et quand on veut des jeunes talentueux, on veut des championnats laboratoires comme au Brésil ou en Europe de l'Est, ou des joueurs qu'on voit jouer sur YouTube, eh bien sont déjà formés, sont déjà aguerris aux équipes premières de leur pays. Et donc on se dit que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas ce laps de temps avec, comment dire précisément, cette période durant laquelle un jeune a besoin de temps de jeu pour évoluer, pour progresser et pour devenir un grand joueur. On le donne plus ce temps de jeu. Regarde Tonali, c'est le meilleur exemple. On le voit chez nous, ça. Tonali, est-ce que Tonali justement, j'allais en parler. Est-ce qu'il, enfin, je peux te poser une question, MJ. Hein. S'il s'appelle pas Sandro Tonali, mais il s'appelle Alexandre Tonal, est-ce que tu es aussi élogieux envers lui? Ma Je suis question, pas c'est hyper élogieux sur les Tonali. 35 millions de Tonali, honnêtement, s'il n'a pas la coupe de Pirlo et qu'il n'aime pas Gattuso et qu'il n'aime pas le Milan, on se pose tous la question s'il faut le faire, parce que Non, on se renseigne un peu avant quand 35 même. On a millions, bien c'est vu le prix. Tonali à Brescia, il était bon quand même, faut pas non plus déconner. Ah, écoute, alors Oh. peut-être, mais moi j'avoue que je l'ai pas vu à Brescia. J'ai vu le match J'ai pas regardé tous les aller-retour, matchs, j'ai mais vu enfin un bon. bon coup franc. Mais je veux te dire par là que je suis pas certain que Tonali ait fait une bien meilleure saison que la première saison de Ah, Leao si. à prix équivalent. Je suis pas certain. Et je me demande s'il s'appelle pas Alexandre Tonal, est-ce qu'on est un peu plus sévère avec lui, peut-être. Je sais pas. Bah ça faudrait le voir, mais enfin d'un autre côté, si le mec s'appelle pas Leao, peut-être qu'on le recrute pas. Peut-être que s'il y a un type en Italie, c'est valable, c'est réversible ce genre d'argument, parce qu'on en a vu plein en Italie qui avait le talent de Leao à une époque et qu'on recrutait pas, peut-être parce qu'il n'avait pas le bon nom, le bon suffixe. Si c'était appelé, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple en tête, Giovinquinho par exemple, je sais pas, Giovinco qui était un peu petit, hein. je veux pas prendre Giovinco comme exemple, mais c'est le premier qui me vient en tête. Ou Acquafresca ou des joueurs comme ça qui sont pas devenus des grands joueurs. Mais je veux dire, il y a des trajectoires qui ne facilitent pas l'éclosion des grands joueurs aussi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que à un moment donné, je pense qu'au tout début, comment dire, l'oiseau qui tombe du nid, bah c'est plus compliqué de voler après. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un temps durant lequel il faut rester dans le cocon. Et je pense à Cutrone quand je dis ça. Et il faut arroser une plante. Je l'ai dit 15 000 fois, hein, au bon moment. Sinon elle fane. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de jeunes. Et je crois que en Italie, rien n'est fait pour que les jeunes, eh bien, puissent percer. Ça, on me l'enlèvera pas de l'esprit. Et je répète, je pense pas que ce soit une déficience biologique ou quoi que ce soit. Je pense sincèrement qu'il y a un souci d'organisation. Je me rappelle que Baggio, à une époque où il faisait partie de la fédération italienne, il avait pour mission d'observer les jeunes. Et ben il a démissionné, c'est pas qu'on l'a viré, c'est qu'il a démissionné parce qu'on lui donnait pas les budgets, on lui donnait pas les moyens d'aller superviser les jeunes. Donc c'est qu'on s'en fout, on s'en fout tout simplement. C'est pour ça que moi je suis pour des mesures coercitives. Alors sans Italexit ce sera pas possible, mais je suis pour que la fédération puisse retrouver les manettes et imposer comme en 66 une fermeture des frontières. Moi je veux être radical parce que je trouve qu'il est aberrant et je vais même aller plus loin. Tu sais quoi? Je vais aller encore plus loin. Jusqu'à présent j'associais, parce que c'est l'histoire du Milan, hein, j'associais résultat et italianité, mais aujourd'hui je pense que vu l'ampleur des dégâts, vu l'outrage national qui caractérise l'attitude des clubs italiens en général, et du Milan en particulier, il faut faire passer l'identité avant les résultats qui de toute façon sont minables sur la scène européenne, on en parlait tout à l'heure. Je pense sincèrement qu'on doit d'abord faire jouer des Italiens parce qu'ils sont italiens plutôt que d'aller chercher des étrangers qui sont soit moins chers, soit un peu meilleurs. Parce qu'aujourd'hui la situation est trop grave et je pense qu'un club doit ressembler à sa région, à sa ville. C'est une obligation pour moi, tu vois. Voilà. Donc je suis encore plus radical que je l'ai été par le passé parce que la situation est radicale. C'est dramatique ce qui se passe. Là, il y a beaucoup de gens en Italie qui sont extrêmement choqués. C'est vrai qu'en France, les gens supportent l'équipe de France. Pour la plupart, ils n'en ont rien à foutre de l'italianité parce que eux, si tu veux voir une équipe d'Italie faible, ça leur plaît. Mais les Italiens, eux, ne voient peut-être pas les choses comme ça. Quand je vivais en Angleterre, j'ai vécu 2 ans là-bas. Croyez-moi que les Anglais, dont la sélection ne faisait plus rien depuis des années, à part la demi-finale en 96, on m'a rappelé la finale de 66 remportée avec les poteaux carrés, les Anglais étaient bien tristes, les supporters anglais, y compris les jeunes, de voir Chelsea, de voir Manchester, encore un petit peu moins Manchester, mais même Arsenal qui jouait avec tous les Français là, eh bien jouer sans Anglais ou avec si peu d'Anglais. Bon, donc je crois que faut jamais laisser de côté
côté l'opinion du peuple. Je trouve ça très intéressant de, par exemple, demander aux gens, aux supporters, ce qu'ils pensent de ça, des supporters locaux. Et c'est pour ça que j'étais pour un référendum, pour que les gens puissent donner leur opinion sur ces questions-là. Et je pense sincèrement que mon opinion est majoritaire. Alors peut-être pas au même degré, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en Italie qui voudraient voir au moins une majorité d'Italiens dans leur club, quel que soit leur niveau, je te le dis. Parce que moi, on me fera pas avaler que le niveau des Italiens est nul, ça j'y croirais jamais. Je pense qu'on fait tout pour qu'il soit mauvais et que malheureusement ça va pas s'améliorer. Mais bon, chacun a son opinion. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la veille de s'arranger. Je sais pas, Rango s'est pas exprimé, il a peut-être quelque chose à dire sur le sujet. Oui, pour revenir à la question de départ qui était un peu provocante, je pense que tout ça dépasse un petit peu Maldini. Je trouve qu'il y a des bons arguments des deux côtés et je pense que les discours se rejoignent puisque l'un peut être la conséquence de l'autre. Le fait actuellement que la Serie A est d'année en année de plus en plus étranger, ça montre qu'il y a un problème d'intégration des jeunes. Ça, c'est factuel. Après, le système, il est globalisé, c'est-à-dire qu'un club ou un dirigeant de son côté ne pourra jamais inverser la situation à lui tout seul. Donc, effectivement, ça pourrait passer par des lois au niveau de la fédération italienne, sauf que actuellement, Illégal. dans l'Europe, C'est c'est pas illégal. possible. Tavecchio avait incité, on va parler d'incitant, à amener plus de joueurs formés au club dans les effectifs. J'avoue que je ne sais pas trop quel a été le succès de cette loi et si elle est en cours d'application, mais c'est clair C'est qu'actuellement, pour ça que Maldini est sur le banc, on va pas se mentir. probablement. Voilà, après, c'est compliqué de juger, c'est compliqué d'inverser la tendance quand tu es pris dans un système qui est globalisé. Honnêtement, la trajectoire actuelle ne laisse peu de place, à l'optimisme, et je pense pas que ça va s'arranger. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les bons Italiens sont assez rares, donc de fait sont assez chers puisque la concurrence est assez énorme. Et pour prendre le cas de Barella, quand un joueur supporte une équipe et sa volonté prend directement beaucoup de poids dans la décision de son transfert. Donc voilà, il faut essayer de cerner les bons coups au bon moment. Ici, avec Tonali, on a essayé de le faire. Bon, on l'a payé relativement cher pour ce qu'il apporte pour le moment. Peut-être qu'au final, on en sera très content dans plusieurs années. C'est difficile de dire à l'heure actuelle. Mais c'est clair que la trajectoire laisse place à peu d'optimisme. Alors Nico va nous donner son mot de la fin puisqu'il est temps de clore cette émission qui aura été un peu plus longue que prévu, mais après tous les débats c'est bien, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de l'animer il y a maintenant 12 ans je crois. Vas-y Nico. Vraiment, mon mot de la fin, ce sera pour Mandzukic, qui a envoyé une petite crotte de nez, on va dire, en gros, sur notre ancien gardien de but en partant. Il s'est assis sur ses 2 derniers mois de contrat, plus son mois de contrat aussi qu'il avait déjà fait avant. Donc, c'est-à-dire que sur les 6 mois qu'il a passé à Milan, il a touché que seulement 3 mois de salaire. Parce que vu qu'il était blessé, il a refusé à toucher son salaire car il n'était pas enclin à jouer au foot. Qui n'était pas prêt, qui était venu à la base pour rendre service tout de suite, et il y avait peut-être au cas une possibilité de signer une année de plus. Et je trouve que ça en dit long sur la mentalité du bonhomme, et ça fait plaisir de voir que dans le foot, il y en a encore quelques-uns, mais quand même, malheureusement, souvent, quand ça se passe, ils ont plus de 35 ans. C'est ça qui fait un peu peur. Aristip. Et au moment de la fin, j'avais peur en fait que le dernier match contre l'Atalanta me dégoûte un peu du football, du Milan et même du football en général, parce que c'est vrai que j'ai tendance à regarder plus de matchs quand Milan fait de bonnes performances. Et j'ai envie de dire heureusement qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions parce que je vais pouvoir apprécier, mais vraiment apprécier cet Euro. Le retour de l'Italie, certains joueurs que je suis pressé de voir à l'œuvre, notamment Bastoni et Nicolo Barella, que j'ai envie de voir pour la première fois dans une compétition, des compétitions internationales. Malheureusement, on n'aura aucun représentant du Milan AC chez la Squadra Azzurra, puisque Donnarumma n'est plus là. Ça, c'est vraiment dommageable. Moi, je suis quand même pressé de voir la réaction des quelques supporters qu'il y aura dans les stades vis-à-vis de Donnarumma. Est-ce qu'on lui lancera des dollars ou est-ce qu'on lui fera un accueil digne de ce nom comme on a fait en 2017 ? Les 3 matchs se passent à Rome, je crois. Le premier, oui, je sais pas pour les 2 autres. J'avais cru comprendre que c'était à Rome, à vérifier. J'ai pas. En tout cas, si c'est à Rome, ça risque d'être sympa s'il y a des supporters pour lui. Mais voilà, je suis pressé quand même pour cet Euro de cet Euro pour plusieurs raisons. Les performances des petits Italiens que j'aimerais voir, la réaction de Donnarumma et puis du coup vivement l'Euro.
Oui, effectivement, c'est la devise. Allez, Rango, tu viens d'arriver, c'est à toi de clore cette émission. Ben, tout d'abord, merci de m'avoir permis de participer à l'émission. C'est un Merci à plaisir. toi d'être venu. Je vais essayer de clôturer l'émission en bouclant la boucle. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que le Milan a remporté pas sa dernière Ligue des Champions, parce qu'il y en a eu en 2007, mais ça fait 18 ans qu'elle a gagné la Ligue des Champions contre la Juve en 2003 avec le fameux penalty de notre ami Shevchenko. Moi, en tant que supporter, c'est mon premier souvenir du Milan. Donc voilà, à l'aube de retrouver cette compétition européenne, je pense que c'est un joli clin d'œil pour le Milan et pour cette émission. Parfait, bah écoutez, je vous remercie messieurs pour votre participation. Rendez-vous dans quelques jours pour la 400e et dans moins de 2 semaines pour la spéciale Euro. On va enfin revoir du football, ça fera plaisir. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine, salut! Salut!